Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir et bienvenue aux séries éliminatoires de la Coupe Stanley. C'est une marque de reconnaissance de la part de tes coéquipiers parce qu'eux te choisissent en fait un leader. Tir dévié bloqué par Roy. Tchaikovsky à haute. C'est quel arrêt encore? Roy est superbe. Et le match qui prend fin. Et le Canadien qui gagne la Coupe Stanley. Un des grands retours dans l'histoire du hockey moderne. Bienvenue tout le monde dans cette nouvelle édition du podcast Les Glorieux, édition du 15 juin 2025. La Coupe Stanley n'est pas gagnée encore, mais le repêchage s'en vient très très rapidement. Puis ça, c'est un peu comme mon Noël à moi. Puis qui dit Noël dit s'offrir des petits cadeaux. Et là, j'ai deux beaux pas pires cadeaux aujourd'hui pour moi, mais aussi pour vous autres les auditeurs. Je vais gagner ton animateur et avec moi aujourd'hui, Rick Springhetti. Salut Rick! Salut JB. Salut, un ami du podcast qu'on invite régulièrement pour parler d'espoir et Simon Snake Boisvert. Salut Snake. Salut messieurs. Je te demanderai pas comment ça va parce que ça va moyen. T'es sur les vapeurs d'essence, comme on dit dans mon patelin. Là. C'est ça, j'ai un virus depuis une couple de semaines, puis ça paraît dans ma voix, dans certains podcasts que j'ai faits. Mais écoute, on essaye, là, la fin de l'année approche. Ouais, non, c'est ça. C'est le plus beau temps de l'année, là, mais je ne peux pas en profiter autant que je voudrais. Là. Enfin, on va espérer que ça va se replacer pour la fin de semaine du repêchage parce qu'on va être très occupés cette fin de semaine. Uh-huh. C'est-tu de la faute à Rimouski ou t'as pogné ça avant? Ou Je sais pas. Ça se peut que ça soit à la Coupe Mémoriale. Ouais, ouais, c'est ça, croiser beaucoup de monde, hein? Ouais, c'est très possible. Ouais. C'est très possible. Tu vas faire comme Céline à l'avenir, tu ne serreras pas les mains à personne, juste pour être sûr de rien pogner. Elle fait ça, Céline. Puis, tu sais, je la comprends, tu sais, au nombre de personnes que tu croises, tu peux pas annuler 40 shows parce que tu as serré des mains puis tu as croisé du monde que finalement, il y avait quoi. Puis, bon, en tout cas. C'est sûr. Bon. Simon, on va faire un petit bout entrevue, puis après ça, on va jaser de draft. C'est annoncé la semaine passée de manière publique. Maintenant, tu travailles avec les Olympiques de Gatineau. Je veux savoir, c'est qui a fait les approches? C'est-tu toi qui les as approchés ou c'est eux qui t'ont approché? Ben moi, c'est parce qu'il y avait quelqu'un à Gatineau, Richard Leboiron, que je connaissais très bien depuis 15 ans. Puis même dans le temps où j'ai pas été, parce que j'ai été scout, moi, au début des années 2010, mais même dans le temps où je ne l'étais pas officiellement, je donnais encore un coup de main à Richard. Okay. C'est juste que je n'étais pas dans l'organigramme des équipes où il travaillait. Bénévole ou... Donner un coup de main, c'était donner un coup de main. C'était juste pour les joueurs américains. Okay. Mais les joueurs américains, ils les repêchaient, mais ils ne venaient pas. Alors moi, je le faisais pour mon plaisir. Je faisais une liste, ils prenaient ma liste, ils repêchaient les joueurs. Ils ont repêché Jordan Harris, Sean Farrell, Scott Morrow, Riley Walsh, Teddy Stiga. Ils en ont repêché beaucoup. Mm-hmm. Moi, je me suis parti une feuille de route comme ça, mais c'était pas quelque chose qui donnait rien. T'sais. Sauf que là, avec le nouvel règlement qui a changé, son directeur gérant, si j'ai bien compris, a compris qu'on se connaissait et tout, puis il a dit, ben là, j'aimerais ça l'avoir dans l'équipe. Puis c'est comme ça que ça s'est passé. Ah ouais, hein? Fait Ouais. que c'est eux qui t'ont approché. Y a-tu des entrevues ou ça s'est fait de manière informelle puis ça a coulé de source, mettons? Ben, comme j'avais une feuille de route déjà sur les joueurs américains, puis je connaissais quelqu'un. Fait que c'est sûr que j'ai pas eu à passer un processus de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mm-hmm. Juste étaler, moi, mon opinion, puis leur plan, puis on s'y rejoint. Ça a été assez informel, je te dis. OK. Puis, ça ressemble à quoi les tâches? C'est vraiment, tu te concentres sur le marché américain pour importer des joueurs ici ou tu fais, grosso modo, tout le scouting, même pour le midget, mettons, des choses comme ça, le bassin québécois? Moi, il y a une chose dont je m'occupe pas, c'est tout le midget 3, OK. Québec maritime. Ça, là, j'ai rien à voir là-dedans. Moi, je m'occupe principalement les joueurs américains, parce que ça va être le nerf de la guerre des prochaines années. Mm-hmm. On en a repêché 3 d'ailleurs cette année, dont 2 sur mes recommandations. Ensuite, regardez un petit peu du côté des agents libres. En Ontario, il y a un gros bassin de joueurs. Souviens-toi, les Olympiques, il y a 20 ans, étaient allés chercher Claude Giroux comme ça. Oui.
Alors, regardez un petit peu, peut-être pas nécessairement trouver le prochain Claude Giroux, mais trouver des bons joueurs qui ont filé entre les craques du plancher. Parce qu'il y a un gros bassin de joueurs en Ontario. Il y a un moment donné, tu as des joueurs qui sont repêchés par la Ligue de l'Ontario, mais il n'y a pas de place pour eux. Alors, essayez de dénicher des trucs de ce côté-là. Regardez aussi du côté des Européens, parce qu'il y a un repêchage euro. Alors, cette année, j'avais donné des noms, mais les gars sont pas disponibles. Les joueurs restent dans leur pays. Mais quand même, jeter un coup d'œil de ce côté-là. Alors, beaucoup de responsabilités en ce qui a trait à tout ce qui n'est pas Midget 3. Quand est-ce qu'il y a une job pour Rick avec les Olympiques? Parce que moi, je te le dis, là, j'ai pas de chèque, j'ai pas rien, c'est pas officiel, mais moi, je suis l'agent de Rick. Moi, j'essaie de le caser, il faut que ce gars-là travaille. Rick, t'as pas besoin de me dire merci, mais m'a te plugué quelque part. En tout cas, j'essaie fort. Ben, je sais que Rick, a à peu près un 12-13 ans, j'en avais parlé. J'avais donné son nom et tout. Mais Rick, à ce moment-là, avait des obligations personnelles, familiales qui l'empêchaient de faire autant de scouting qu'il aurait voulu. Mais si jamais j'entends parler d'un poste qui s'ouvre, c'est certain. C'est bon, ça. ça. C'est certain. Alors ça, j'y avais pensé, ça. Mais pour le moment, comme je t'ai dit, il faut qu'un poste s'ouvre. Dans les Midget 3, il y a quand même plusieurs territoires au Québec. Mais les gars, pour le moment, ils gardent leur job. Les gars aiment ça. Tu sais, c'est pas des jobs que les gens lâchent parce que c'est des jobs le fun. Oui. Des jobs de passion. Que tu ne fais pas vivre ta famille nécessairement avec ça, avec un gros salaire. C'est que, justement, si tu le fais, c'est parce que tu veux le faire, tu aimes ça, tu le ferais pratiquement pour des peanuts, parce que c'est pratiquement des peanuts. Oui, c'est un sideline. C'est un sideline. Mais les gars le gardent, le sideline. Tu sais. Oui. Alors, à un moment donné, tu en as des fois qui se retrouvent avec, bon, écoute, je viens d'avoir mon 4e enfant, j'ai plus le temps, ça arrive. Mais c'est sûr que je suis. Il n'y a pas l'air d'avoir de changement dans le scouting staff cette année, d'après ce que j'ai compris. Fait que pour le moment, ça devrait être statu quo. Mais si jamais il y a quelque chose, c'est sûr que je fais. J'ai Rick, il est dans ma tête. C'est pas Rick qui a demandé que je le dise, là, que je le mentionne. Moi, à trois fois. Je te crois. Rick, il t'aide pas personne. Exact. D'ailleurs, vous connaissez à quel point, comment vous êtes connus les deux ensemble? Blog de Mathias. Ah, ouais, voilà. Tout d'abord, anonymement. Puis à un moment donné, on a fait une émission de radio ensemble avec Mathias. On s'était rencontrés dans les parties de la presse. Oui. Puis on continuait à se répondre sur le blog puis sur Twitter. Alors, on s'est jamais perdu de vue, je trouve. Tu sais, j'ai trouvé que Rick était là. Rick savait que j'étais là. Puis même si Rick faisait moins de scouting, puis moi, à un moment donné, j'ai quitté Twitter. On était là. Rick écoutait le podcast. Puis moi, j'écoutais quand Rick était dans quelque chose. Fait qu'on s'est jamais perdu de vue, Rick et moi. Oui. Puis on avait passé une longue soirée à l'émission de Mathias. On a fait un spécial du repêchage qui devait durer, je pense, 45 minutes. Je pense qu'on est resté 1 heure et 45 minutes à jaser. Puis c'était amusant. Puis on avait une bonne réaction du public. Je m'en souviens. Je pense que c'est peut-être un peu moins maintenant, parce que je pense que les gens dans les médias, ils ont compris que l'amateur moyen avait plus faim pour un peu plus de contenu avec un peu plus creux. C'était pas juste. Les gens voulaient pas juste entendre. Hey, il est bon avec la rondelle, c'est un tough. Ils voulaient avoir plus que ça. Puis, il bouge ses pieds. On chantait comme ça, nous autres. On allait un peu plus creux. On posait des questions. On voit. J'ai toujours dit avec moi et Simon, je pense qu'on voit 70% la même chose. On a les mêmes opinions. Puis le 30%, c'est ça qu'est-ce qu'il y a de fun. On a des petites différences qu'on peut débattre, puis on s'échange des idées, mais ça serait plate si on avait 100% la même opinion, là. Après une émission plate en Moses, là. Mais c'était vraiment, je pense que cette soirée-là, surtout Simon, parce qu'il avait passé plus de temps que moi, là. Moi, je me suis joué un autres tout le temps. Mais c'est là parce que les gens se sont rendus que Simon, elle est plus que avec ses analyses. Il répétait pas les mêmes refrains qu'on entend, puis les gens ont bien réagi. Ils ont vraiment bien réagi. Puis c'est pour ça que Simon, je pense qu'il est tellement en demande à la radio. Parce qu'il répète pas les mêmes choses simplistes des fois qu'on entend. Il est bon sans la rondelle.
il donne un effort soutenu. Oui, beaucoup de joueurs font ça, mais est-ce que tu peux aller avec un peu plus de détails? C'est quoi qui rend... C'est pourquoi que lui, c'est un bon joueur qui donne un bel effort puis réussit. Pourquoi que lui donne un bon effort mais réussit pas. Puis c'est ça qu'est-ce qu'il y a de plus intéressant pour l'amateur moyen, je crois. Mm-hmm. S'il y a un gars qui est un centre un peu plus défensif, c'est le prochain Patrice Bergeron. Combien de fois, tu sais, cette analyse-là, combien de fois tu l'entends? Tu fais comme, ben non! J'entendais ça aussi souvent, je pense, dans le blog amateur. Au tout début, peut-être que les gens ont réagi, mais les gens me demandaient à Simon, est-ce qu'il y a un bon centre? Tu sais, Montréal choisissait, mettons, 15e. Est-ce qu'il y a un bon choix pour Montréal? Tu sais, un gros joueur de centre très physique, qui compte beaucoup de buts, qui fait beaucoup de passes et qui est dominant des deux côtés de la glace. On va dire 15e, oui. J'essaie de trouver ça 15e. Bonne chance! Mais dans ce temps-là, il y en a toujours quelqu'un qui sort de l'exception. Oui. Ben oui. Oui, mais un tel. OK. Oui, Il est sorti 18e. Oui, OK. Ouais. Une fois toutes les 14 ans. C'est ça. Exact. Ouais. Puis, ça me rappelle un peu ce que Glenn Saylor avait dit il y a quelques années quand quelqu'un avait dit hey, c'est un beau coup de génie que vous avez fait à pouvoir avoir Marc Messier dans votre équipe. Puis il avait dit coup de génie, j'aurais pas attendu si longtemps avant de le prendre si je savais su qu'il était si bon que ça. Là. C'est pas toujours du génie, mais tu trouves des joueurs plus loin quand tu trouves une qualité ou deux qui sort, puis le joueur arrive à les développer. Ouais. C'est comme ça me fait penser, tu sais, les Red Wings de Détroit ont longtemps surfé sur la réputation d'être excellents pour repêcher à cause de Zetterberg puis Datsuk, puis tu fais comme, mais oui, mais c'est des choix de 5e puis 7e ronde. Ils les avaient pas spotés tant que ça, là. Sinon, il n'y aurait pas pris la chance que les autres clubs passent 7 fois en avant, tu sais. 7 fois chaque club, faire là. ça, par exemple. Oui, mais dans le temps, tu pouvais faire ça un peu plus parce que tu avais pas mais quand même. Mais quand même, oui, tu pouvais le faire. 3, 4e ronde, pas 7. Oui, c'est ça. À un moment donné, là, tu pousses ta loque. Comme moi, il y a un joueur que j'aime bien gros cette année qui est dans mon top 20. Probablement que je le laisserais passer, puis j'espérais qu'il soit encore là, rendu à 38, 39. Mais jamais dire, il va être encore là en 6e ronde. Wow. C'est vrai. Parce qu'à Détroit, moi, j'ai toujours trouvé que c'était surévalué, ce côté-là. Et le temps m'a donné raison. Parce que les Red Wings, quand Niklas Lidstrom est parti, ça a complètement planté. C'est vrai, tu étais le premier à l'avoir dit. Tu le disais sur le blog. Je disais, la méthode Red Wings, c'est Niklas Lidstrom. Oui. Oui, en effet. On parlait tantôt, avant qu'on commence à enregistrer, Simon, que tu as vécu ton premier draft avec les Olympiques. Comment ça s'est passé? Bien, ça a très bien été parce que, j'ai trouvé que l'équipe était super bien organisée. Le plan de match était là. Il y a eu un échange qui a été fait pour s'avancer en 2e ronde. Ça s'est fait de façon en douceur. Le joueur visé a été choisi. Puis ensuite, le plan pour repêcher des Américains, bien aujourd'hui, c'est un petit peu... Cette année, on ne savait pas trop où est-ce que les équipes les choisiraient. T'sais, les rapports en ont pris un en première ronde. Alors ça, on n'était pas trop sûr. Fait que c'est sûr que, rendu en 3, 4e ronde, il y en a qui sont partis, qui étaient sur ma liste. Là, on se regardait, qu'est-ce qu'on fait et tout. Puis à un moment donné, ben là, le directeur gérant a calé le moment où on les choisirait. Puis, tu vois, en 9e, 10e ronde, on les a choisis back-to-back. Alors, puis c'était des gars que j'aimais bien. Puis, comme je t'ai dit, il n'y a pas eu de... C'est pas chaotique, la table de repêchage. Là. Autrement dit, si tu avais fait un film puis tu avais mis une caméra dans la table de repêchage, tu n'aurais pas eu grand drame. OK. C'était zéro chaotique. Wow. Tout était... hyper organisé. C'est sûr que tu te lançais des belles coupes par les autres équipes. Des fois, il a pris tel gars, il a pris tel gars. Mais règle générale, il y a toujours un plan B, un plan C, un plan D, un plan E qui fait en sorte que tu n'as pas besoin de courir frénétiquement d'un bord et l'autre de la table pour te retourner de bord. Tu fais juste te faire des regards où tu donnes un petit papier ou peu importe. Puis, c'est fait. Okay. Alors, j'ai bien aimé ça. Une question que tu peux, Simon, toi, quand tu dis si tu as un territoire aux États-Unis que tu couvres, c'est pas juste la Ligue c'est pas juste les États-Unis au complet, mais c'est un certain territoire. Pour être clair, c'est le territoire où la Ligue de hockey junior maritime Québec a le droit de piger. Ce sont les 6 États de la Nouvelle-Angleterre. C'est vraiment très peu. On n'a pas l'État de New York, même si l'État de New York touche au Québec. Ouais. Finalement, par contre, on a le bassin de Boston. OK. Mais le reste, écoute, le Vermont, le New Hampshire, le Connecticut, il n'y a vraiment pas grand-chose. Alors, mais je sais qu'il y a des pourparlers en ce moment entre la Ligue canadienne de hockey, entre les 3 ligues, pour essayer de rendre le territoire
un petit peu plus fair, un petit peu plus équilibré. Parce que l'Ontario et l'Ouest sont vraiment avantagés de ce côté-là par rapport à nous. OK. Oui, en effet. Ben là, après ça, reste à voir si la Ligue de l'Ontario, elle, va se laisser, parce que ça va être sur eux autres que ça va empiéter. Là. Ils iront pas chercher du monde dans l'Ouest, là, tu sais. Ça va être... c'est ça. Fait que j'ai hâte de voir, en effet. C'est pourquoi, Rick, t'es là, et Simon, vous êtes là en même temps, c'est que vous avez participé à l'élaboration du guide pour le repêchage de recruit.ca. Ça, c'est Grant McCagg, qui est un ancien dépisteur du Canadien de Montréal, qui est derrière ce site web-là. Grant, je l'ai contacté pour pouvoir faire gagner 2 copies du guide, parce que cette année, il va être en français, grâce à Simon qui a fait la traduction. Et donc, c'est un concours. Je veux que les gens nous écrivent en privé sur la page Facebook des Glorieux et nous écrivent #Draft 2025. Et parmi toutes les personnes qui vont nous écrire ce message-là, je vais faire tirer les 2 copies le 18 juin, donc dans mercredi cette semaine, parce que je veux que vous l'ayez le guide avant le repêchage. Je l'ai consulté, super complet. Il y a un mock draft, il y a une liste des meilleurs espoirs, il y a la liste de Rick, il y a le top 20 de Simon aussi. Donc les auditeurs des Glorieux, vous êtes chanceux. Vous avez 2 des personnes qui ont participé à l'élaboration de ce guide-là avec vous sur le show aujourd'hui, mais vous allez pouvoir mettre la main sur le guide grâce à la générosité de Grant qui nous a permis de faire ça. Je veux savoir, Rick et Simon, c'était quoi votre implication dans la création du guide? À quel moment vous êtes embarqués dans le processus, puis qu'est-ce que vous avez fait? Vas-y donc, Rick. Moi, je connais Grant depuis environ plus de 15 ans, maintenant plus que 15 ans, je dirais. J'ai pas une formation, j'ai pas un historique dans le monde du hockey. J'ai vraiment appris comment être dépisteur en présentant à l'aréna, puis en écrivant mes notes. Et après ça, je lisais des rapports d'autres personnes quand j'avais la chance, puis je comparais mes notes. Et si, mettons, que je voyais que c'était un peu différent, mais je retournais à l'aréna pour revoir le même joueur, puis voir où est-ce que je me suis trompé. Et comme je te disais une fois, JB, ça m'arrive encore aujourd'hui. Si je regarde une partie de hockey d'1 heure, ça va prendre 1h45 pour le voir parce que je vais faire un paquet de retours en avant. Puis j'ai appris à la tonne, j'ai appris à ma manière en regardant 150 à 175 parties par année, que ce soit en personne ou en vidéo. Puis en prenant toutes mes notes, j'ai mon propre système de fichier Excel avec 250 noms, puis j'ai 250 dossiers de joueurs avec tout leur historique, tous les fois que je les ai vus. Ils étaient-tu sur la route, ils étaient-tu à la maison? Et j'ai commencé à faire ma liste, puis Grant m'a demandé, quand j'ai dit l'année dernière que j'aimerais retourner un peu plus sérieusement dans le repêchage, j'ai dû prendre des années pour des raisons familiales, mais il m'a demandé si je voulais participer, puis j'ai envoyé ma liste de 64, puis il a décidé de prendre la liste au complet. Moi, je prends ce que tu veux là-dedans. Là. Si tu veux faire seulement une liste de première ronde, vas-y, mais si tu veux faire les 2, vas-y, puis il l'a mis, puis c'est comme ça que j'ai fait ça. C'est bon. Simon, toi? Il y a plusieurs années, parce que Grant, ça fait quand même presque une dizaine d'années qu'il fait le guide recruit. Oui. Et puis, c'est arrivé de temps en temps, pas à chaque année, mais c'est arrivé de temps en temps où j'ai sorti une liste avec un article. OK. Bilingue. C'était le seul contenu en français qu'il y avait dans le guide dans le temps. Puis, il m'a appelé il y a peut-être une couple de mois, 2-3 mois, puis il m'a dit j'aimerais ça faire une version française du guide. Puis il dit qu'est-ce que tu dirais de le traduire? Alors je l'ai traduit et j'ai publié mon top 20 avec un petit article. C'est le même top 20 qu'on peut entendre sur le podcast Processus. Et puis c'est ça. Alors moi j'ai traduit, c'est pas mes analyses de joueurs. De toute façon, Recruit, en général, si tu remarques qu'il y a beaucoup d'entrevues avec des recruteurs de la Ligue nationale. Mm-hmm. Alors c'est là que Recruit se distingue pas mal, là. C'est un petit peu le style du Hockey News. Puis, moi, j'ai fait la traduction. Puis, j'ai trouvé intéressant. Les commentaires parce que les recruteurs qui sont interviewés, Grant a pris autant le négatif que le positif. Alors, tu peux vraiment te faire une tête sur les joueurs. Tu sais, pour l'amateur là, qui lit ça, il peut se faire une tête et pas juste des commentaires positifs. Parce que souvent, on va mettre l'accent sur le positif. C'est normal, c'est correct, mais il faut quand même voir les 2 côtés de la médaille. Qu'est-ce qui fait en sorte qu'un joueur est classé 5e puis l'autre est classé 25e? Il doit y avoir une différence entre les 2.
Alors, de ce côté-là, je trouve le guide, il se lit très bien. Il s'est traduit très bien. Parce qu'en tant que traducteur, moi, depuis 34 ans, il n'y a rien de plus difficile que de traduire un mauvais texte anglais. Uh-huh. Ben, il n'y a rien de. Ben, c'est jamais facile la traduction, mais je te dirais que c'est plus facile de traduire un bon texte d'origine. Oui, c'est ça. C'est pas brouillon, c'est plus facile à suivre aussi. Puis Alors, retransmettre les idées. qu'on peut être d'accord ou pas là, avec ce que les recruteurs disent, ce que Grant dit, ce que Rick dit, ce que je dis. Il y en a pas mal pour tous les goûts. Puis je trouve que c'est ça qui fait la force de Recruits. Combien d'heures de travail que ça a pris de ton côté? Je ne sais pas. Je ne sais pas parce que j'ai fait ça, moi, par petit bout. Ouais. On m'envoyait les définitions. Je n'ai pas calculé exactement, mais je te dirais des dizaines d'heures. OK. Des dizaines d'heures. Puis toi, Rick, j'imagine ça se compte en dépistage que tu as fait que c'est dur de calculer le nombre de... C'est ça. Juste donner une idée, C'est Simon, ça. la dernière fois que Rick est venu sur le show, on est comme, hey, à 8 heures, on commence, là, comme d'habitude. Puis Rick, à 10, c'est il n'est pas encore là. Fait que là, je dis à Alex puis à Jerry qui fait le show avec moi normalement, comme, hey, je pense que je vais écrire à Rick. Rick, t'es en train de faire du scouting pour le U18. Il était pogné d'une game. T'es en train de nous échapper. J'ai fait la même affaire aujourd'hui. Je regardais quand même Novosibirsk contre Kuznetsky Medvedi de mars 2025. Ah, bon! Au moins, c'était Juste pour me préparer, pour la plupart mes notes, mes premières impressions pour le repêchage de 2026. J'ai regardé des jeunes joueurs de ces deux équipes-là, puis comme ça. Ah ouais, ce fameux match que personne ne veut manquer. Bon, rentrons plus dans le vif du sujet par rapport au draft 2025. J'ai le goût de revenir parce que là, la nouvelle administration de Kent Hughes puis Jeff Gorton, ça commence à faire une couple d'années. Nick Bobroff et Martin Lapointe, qui sont les co-directeurs du secteur du dépistage pour le Canadien de Montréal. J'ai le goût de savoir, c'est quoi votre évaluation de l'état-major par rapport au repêchage chez le Canadien? Trouvez-vous qu'ils font un bon travail? Est-ce qu'il y a ils ont des lacunes ou est-ce que... Y a-t-il des choses qui n'ont pas bien fait, que vous auriez fait autrement, ou des bons coups que vous aimeriez mettre de l'avant chez les Canadiens? Est-ce que les amateurs sont bien servis de ce côté-là par le Canadien de Montréal? Simon? Moi, je te dirais que c'est une réponse facile de m'en sortir, là, mais je ne veux pas m'en sortir, là, sauf que je n'ai pas le choix. Bien trop tôt pour le dire. Mm-hmm. Le premier repêchage, ça a été 2022. Ils ont 3 repêchages derrière la cravate. Moi, je trouve que ça prend quasiment 10 ans pour évaluer une équipe de repêcheurs. Parce qu'il faut que tu te bases sur au moins 5 repêchages. Puis il faut que les 5 repêchages, chacun, ça ait fait 5 ans. Fait que quand tu additionnes ça, ça prend quasiment 10 ans. Bon, disons peut-être qu'après 5-6 ans, tu vois un petit peu où ça s'en va, mais vraiment, c'est 10 ans pour évaluer. Ceci étant dit, à date, je te dirais, qu'est-ce que j'ai aimé ou moins aimé? La seule chose, moi, que j'aurais fait peut-être de différent, je trouve qu'il y a eu pas mal de joueurs repêchés, tu sais, des overagers, là, des gars, tu sais, plus vieux. Tu te demandes c'est quoi l'idée? Est-ce qu'on a voulu faire plaisir à un dépisteur? Est-ce qu'on a lancé un dard avec un joueur plus avancé du côté maturité? Il y a eu des trucs comme ça. Il y a eu la sélection du fils de Saku Koivu, Atos, en 3e ronde. Je trouve qu'il y avait quand même des meilleurs dards à lancer que lui. Il n'y a pas beaucoup de... Mettons que dans la gang de coups de cœur de ronde ultérieure, depuis que j'ai, moi, à chaque année, j'en ai toujours 3-4, les Canadiens, ils en ont pris 0. Alors, du côté des rondes ultérieures, je ne te dis pas que ça va être mauvais, c'est pas ça que je te dis. Je te dis juste que ça ne rejoint pas bien ce que j'aurais fait. Cependant, du côté des 2 premières rondes, là, ça a plus d'allure. Philippe Méchard, ça, c'était une erreur. Dès le départ, je considère. Je ne sais pas si on l'a pris parce qu'il était ami avec Slafkovský, mais on s'est très bien repris en prenant les Knudsen. Alors, de ce côté-là, il n'y a pas de problème. Randbacker, moi, j'aimais bien le choix en 23. Moi, j'aurais pris Mishkov, mais ils avaient leur raison, puis OK, on respecte ça. Alors, Randbacker, moi, j'ai confiance. Puis, Michael Hage, choix qui était très bien classé sur ma liste l'année passée. Puis Demidov, ben ça, je pense que tout le monde avait pris Demidov.
Est-ce qu'ils ont été chanceux? Pas Peut-être Columbus. Tu sais, tu dis tout le monde, mais pas Columbus. Non, c'est ça. C'est ça. Alors, ils ont peut-être été un petit peu chanceux, mais ça prend un petit peu de chance dans les repêchages. Donc, à date, j'ai rien à redire, vraiment, à part ce que je t'ai dit, mais on va s'en parler dans quelques années. Puis là, peut-être que dans quelques années, j'en aurai plus à raconter, autant dans le positif que dans le négatif. On n'aura pas, moi je pense pas que ça s'enligne pour dans 10 ans un spécial comme Timmins, où est-ce qu'il passe à. Il passe à ça m'étonnerait. Ça m'étonnerait. Ouais. Toi, Rick? Mais pour rejoindre, je vois pas mal les mêmes choses que Simon, juste élaborer un peu. Non seulement il est trop tôt, mais d'une façon situationnelle, Montréal ont eu la vie facile un peu parce que les premiers repêchages, c'était tous des top 6, 7, 8. Tu peux bien paraître. Tu avais beaucoup de choix dans les 2 premières rondes, tu peux jeter des dards plus facilement. Alors, tu avais beaucoup de situations qui, oui, on fait les bons choix, là, mais ils étaient dans une bonne position de faire des choix. Est-ce que tu es capable de bien repêcher lorsque tu choisis 21, 22, 23e? Est-ce que tu es capable de trouver la meilleure option à ce stade-là? C'est un défi plus important. Alors, ça, c'est une chose pourquoi je dis aussi qu'il est un peu trop tôt. Plus loin dans le repêchage, moi, ma philosophie de plus loin dans le repêchage, c'est choisir un joueur, comme on dit désolé pour l'anglicisme, avec un purpose. Alors, pour moi, ça veut dire, si tu vas choisir un dard, mais choisis un dard qui est ou un joueur qui va être très talentueux, qui peut avoir un impact, peut-être un joueur plus petit, un joueur qui joue dans une ligue, un joueur qui a manqué beaucoup de parties, mais qui, tu vois, un vrai talent naturel en lui, alors qui est en dessous le radar, ou sinon, choisis un joueur au moins, si tu vas prendre un dard, mais choisis au moins un joueur qui a comme je dis, une position premium que j'appelle. Alors, si tu vas choisir un gros gaillard avec un potentiel limité, mais qui pourrait être utile si tout va bien, vas-y pas avec un ailier gauche nécessairement, parce qu'il y en a beaucoup de ceux-là, ou un ailier droit. Peut-être essayer de trouver, si tu vas prendre une chance avec un gros gaillard défensif, peut-être essayer un ailier droit ou un gros joueur de centre, ou ce type de joueur, lorsqu'il est sur le marché des agents libres, les équipes surpayent de toute façon. Alors, tu gagnes de la valeur avec ton choix de cette manière-là. Alors, si tu vas choisir plus loin, essaie de choisir, si tu vas prendre une chance, essaie de choisir comme un espoir ou une position, une situation premium, comme j'appelle. Okay. Je vais juste compléter une chose sur ce que Rick dit. Et Rick a bien raison quand il parle, c'est quand une équipe repêche 21-22 que tu vois de quel bois il se chauffe. Bon, Michael Hayes, ça a l'air très, très bien l'année passée. Mais cette année, je pense que c'est justement ça dont Rick veut parler. Il repêche 16-17. Et 16-17, tu sais, quand tu repêches 26-27, tu peux toujours avoir l'excuse qu'il ne reste plus grand-chose. Si tu repêches top 15, ben, le magasin il est plein de marchandises. Rendu à 16-17, là, tu es entre les deux. Alors, oui, il y a encore des bons joueurs, mais ta probabilité d'avoir un bon joueur, elle est diminuée. Sauf qu'elle n'est pas assez mince pour que ça soit une excuse. Parce que rapidement, tu peux te faire rentrer dedans et te faire dire oui, mais regardez qui est sorti 18, 19, 20, 21. Ouais. Exemple, alors les Bruins qui avaient 3 choix ensuite, puis là, il y a Kyle Connor, Chabot, et tu sais, name it, là. Voilà, tandis que si tu te retrouves 27-28, ben, tu peux toujours dire oui, mais regardez qui est sorti 29, 30, 31, 32, 33. Tu peux toujours trouver des excuses. À 16-17, il n'y en a pas. Parce que vite, on va te le remettre sur le nez. Alors, je pense que cette année, moi, de façon réaliste, j'ai fait l'exercice un petit peu avec Mathias. Je pense que, historiquement, tu as une chance sur 2 d'avoir un joueur qui va contribuer. Puis, une chance sur 2, donc un des 2 joueurs va contribuer et l'autre va être plus un joueur de soutien. C'est à peu près ça. Ça, c'est la moyenne de la Ligue si tu repêches 16-17, mettons, depuis une vingtaine d'années. Est-ce que vous seriez du genre à dire, mettons qu'il repêche avec les 2 choix, là, tu fais un home run, tu tentes le home run avec un des choix, puis l'autre, tu vas y aller comme plus safe pour te garantir, entre guillemets, une sélection qui va se rendre jusque dans la Ligue nationale. C'est quoi un home run pour toi rendu à 16-17? Ben, quelqu'un que tu dis, un peu comme Rick mentionnait, qui a vraiment une habileté particulière, un talent hors norme dans une sphère, mais que le reste, il y a des lacunes. Tu te dis, si ça fonctionne, ça va avoir été payant. T'essaies-tu de parler d'Ivan Rabkin?
Non, je ciblais pas personne. Puis de la façon que je t'ai entendu en parler, pas une bonne idée. C'est pour ça que je voulais savoir c'était quoi le home run. Parce qu'il y a home run, puis il y a home run. Il y a écran de fumée. Ryabkin, ça a l'air d'être un écran de fumée plus que d'autres choses. Alors maintenant que j'ai posé ma question, vas-y Rick, réponds, là, mais je voulais juste clarifier l'histoire du home run. Non, c'est exact. Puis c'est le type de. C'est parce que, comme Simon dit, tu as des home runs puis tu as des home runs. Tu as différents degrés de home run, si je peux dire. Lorsque tu fais ton classement, tu t'assois, puis l'équipe de Deep Star est là, c'est toutes les choses que tu gardes, que tu évalues en toi. Là. Vous avez cette discussion-là avec le Deep Star achat doit tenir compte. C'est un risque. À quel point que c'est un risque, puis à quel point que le risque peut-être ne vaut pas la peine en ce moment. C'est toutes des petites choses. Tu peux choisir le joueur simplement le plus talentueux, ou plus. Vraiment, j'aime pas. Tu sais, le terme talentueux, des fois, je pense qu'il est utilisé un peu à gauche et à droite. Souvent, talentueux, les gens veulent dire avec beaucoup d'habileté individuelle. Puis talentueux, il y a une autre manière. Talentueux peut être aussi dit très efficace dans un concept d'équipe, même si le joueur a des habiletés individuelles un peu limitées, il les utilise très efficacement. Alors, il devient un joueur talentueux d'une autre manière. C'est la façon un peu que je le vois. Mais lorsque tu as tout ce type d'évaluation-là, mettons, si tu as un home run, tu peux avoir un compteur de 50 buts. Oh, ça vaut la peine. Oui, mais la chance qu'il réussisse à être un joueur, ton home run va réussir, là, c'est 1,3 %. Est-ce que ça vaut la peine ou est-ce que peut-être à 7 % ça vaut la peine? Tu évalues toutes ces choses-là. C'est là où est-ce que tu dois faire tes recherches. C'est là où est-ce que tu as ces discussions. Rick, je pense que un problème que les évaluateurs de talent ont, que ce soit les gens comme toi et moi qui font des listes, c'est comme Grant et puis les magazines et tout, ça serait bon de retourner sur les anciennes prédictions des fois, les fameuses prédictions de coup de circuit. De voir si elles ont marché ou pas et de voir si elles n'ont pas marché, ben pourquoi continuer à les faire? J'avoue. C'est quoi l'erreur? C'est une question que je me pose. Parce que je pense à Ivan Rabkin. Là. Ivan Rabkin, moi, ça me rappelle le cas Arthur Kaliev il y a quelques années. Oh, oui. Arthur Kaliev, il y en a qui disaient écoute, il score. Rendu au 20e choix, t'as rien à perdre, t'es rendu au 20e choix. Finalement, il est sorti en deuxième ronde. Pas une grosse carrière, là, Arthur Kaliev. T'es encore là, mais bon. Alors, pourquoi après ça se dire, quand ça fait 4 fois que tu as vu un Arthur Kaliev pas réussir, pourquoi continuer à considérer ces gars-là comme des home runs? Alors, c'est pour ça, à un moment donné, il faut définir c'est quoi un home run, et puis il faut définir quel a été le rendement de mes home runs dans le passé. Oui. Comme là, à un moment donné, moi, je m'étais mis à prendre comme home run te souviens-tu, il y avait un tournoi pré-COVID, pré-guerre, pré tout ce que tu voudras. Les Russes venaient jouer contre les équipes juniors canadiennes. C'est pas la série Subway ou je sais pas trop quoi? Là, série Subway, ça s'est appelé comme ça un bout de temps. C'est ça. Vrai. Il y avait 2 matchs contre Ouest, 2 matchs contre le Québec, contre Ontario. Les Russes venaient. Les Russes arrivaient avec une équipe qui n'était pas digne du championnat junior mondial, mais qui était quand même une équipe souvent qui avait des joueurs de 19 ans, puis qui faisait la vie dure et même qui battait les équipes juniors canadiennes. Alors, chaque année, moi, je cherchais toujours ma petite carte cachée là-dedans. Pas le gars de 17, il n'y en avait pas de joueur de 17. Je cherchais le gars de 18 ou 19 qui n'avait pas été repêché, puis je me disais, lui, ça pourrait être en faire un. Puis là, je le classais tout le temps en fin de première ronde dans mon classement. Puis je me disais, ça, c'est mon coup de circuit. À un moment donné, j'ai foiré 58. Alors là, le tournoi n'existe plus. Mais le point, c'est que s'il existait encore, ou même dans des cas semblables, je fais bien attention maintenant aux joueurs russes de 18-19 ans qui n'ont pas été repêchés à 17, qui ont bien paru dans un certain tournoi, peu importe lequel, même si là, il n'y en a plus. Puis parce que j'ai eu ma leçon. J'avais Alexandre Volkov une fois repêché par Tampa en deuxième ronde. Il a très peu joué. Il y en avait un autre, un nom long de même à New Jersey. Arbamachtakan, quelque chose comme ça. Il avait été repêché en 5e ronde par New Jersey. Il n'a pas fait... Écoute, je n'ai eu 58.
Alors là, j'ai arrêté de considérer ça comme des home runs. Ouais. Parce que ça n'était pas des home runs, c'était des retraits sur 3 prises. J'ai comme l'impression, puis j'avais mentionné ça une fois à JB, la première fois qu'on a eu notre entrevue, là, puis tu m'avais demandé quelle sorte de qualité. Je pense que je suis un peu venu à une conclusion. C'est une des conclusions, mais une bonne qualité qu'un recruteur doit avoir, c'est d'être capable de contextualiser qu'est-ce qu'il voit. Quand il voit le joueur, quelle sorte d'équipe qu'il a, quelle sorte de coéquipier qu'il a, quelle sorte de système de jeu qu'il utilise, quelle sorte de patinoire qu'il joue, quelle sorte de ligue qu'il joue. C'est tout ça que tu dois tenir compte. Puis dans le cas de Ryabkin, Muskegon ont quand même du bon talent offensif avec eux autres. Ils en profitent pas mal, Ryabkin. Là. Il traîne. Oui, il sait où se placer pour avoir une chance offensive, mais le problème, c'est que le reste de son chiffre, comme il appelle, là, littéralement, Muskegon était en désavantage numérique quand il était à sa glace, à moins qu'il comptait. C'est ça son problème en ce moment. Puis, souvent, on dit oui, mais avec la maturité, ça va changer. Sinon, ça ne change pas si souvent que ça. Ouais. Littéralement, là, ça ne change pas si souvent. Ce qui va changer souvent, c'est les habitudes de partie d'un joueur. Ouais. Tu sais, te rappelles-toi la controverse qu'il y avait au début sur Tyler Seguin à Boston? Ouais. La vidéo qu'on avait vue, Cam Neely qui disait « J'en veux plus dans mon équipe », etc., etc. Tyler Seguin, on n'entend pas ces plaintes-là à Dallas maintenant qu'il a 32 ans. Non, c'est ça. Il a changé là-dessus. Mais un traîneux, c'est un traîneux. Brad Lambert, en 2022, je l'avais mis no draft. J'en veux pas. Ce gars-là, il était supposé être top 5. Il est parti 29 ou 30, je crois. Puis là, je me demande qu'est-ce qu'il vaut. Là. Si Winnipeg l'échange, là, je me demande s'il vaut un choix de 3. J'avais dit no draft. Il y en a qui avaient dit, ben non, voyons donc, il y a du talent. Il y a dit, oui. Une période sur 6. Ouais. Alors, il y a une période, tu le vois aller, là, tu te dis, c'est le meilleur joueur, sur la glace. Le meilleur joueur des deux équipes. Là, après ça, oh mon Dieu, Brad Lambert, je ne l'ai plus revu du reste de la game. Alors, Brad Lambert est encore dans la Ligue américaine. Oui. Puis là, le temps commence à passer. Là. Pour un attaquant de cet âge-là, là, il n'y a pas. Fait que, est-ce que ces gens-là vont venir s'excuser de m'avoir traité de fou? Le point, c'est pas ça. C'est que moi, ça rentre dans mes évaluations antérieures, puis qui me dit, la prochaine fois que je vois un Brad Lambert, no way, j'en veux pas. Ouais. Un joueur qui manque d'intensité, ça ne changera pas, ce coin-là. L'attitude, la maturité va changer. Le joueur qui démontre une frustration des fois quand ça va pas bien, ça, il va avoir de la maturité là-dedans, il va prendre l'expérience, il va comprendre comment réagir. Le gars qui n'a pas d'intensité, que c'est pas dans lui, là, c'est pas son caractère, c'est un bon gars. Ou je sais pas comment dire, juste c'est pas un gars qui est intense, il sera pas plus intense à 25-26 ans. Ça, pas mal non. Martin Leclerc de Radio-Canada disait, je paraphrase, là, c'est plus facile de mettre un lion en laisse que de peinturer des lignes sur un chat. C'est pas mal plus efficace. Le gars, il est paresseux. Là. Ouais. S'il le fait pas par lui-même. L'expression anglophone, c'est it's more easy to get a stallion to stop running around and a donkey to start moving. C'est un peu la même affaire. Un étalon, c'est plus facile de calmer un étalon. Je préfère calmer un étalon que de faire bouger un homme. Oui, c'est clair. On parle de Ryabkin, de l'écran de fumée, que ce genre de joueurs-là peuvent être de Kaliev, tout ça. Pour vous autres, c'est quoi le plus gros piège quand on évalue un gars? Quand on évalue un joueur, là, sur quoi on peut s'en mordre les doigts, on peut sticker sur une affaire et dire finalement, c'était pas vrai. Du côté positif ou négatif? Ben là, moi, je parlais d'un piège, fait que ça serait négatif. Non, mais tu veux dire, on voit un défaut, puis finalement, le défaut n'est pas si grave. Oui, c'est vrai qu'on peut le voir dans ce sens-là aussi. Ou on voit une qualité, puis la qualité n'est pas si... est pas si... C'est vrai, que ça dépend, là. Mm-hmm. Ouais. Parce qu'en recrutement, on peut se tromper des deux bords. On peut se tromper en surévaluer un joueur, mais on peut se tromper en sous-évaluant aussi. C'est vrai. Je pense que pour moi, généralement, que ça soit bon ou mauvais, si je peux aller plus général, encore là, je suis désolé de l'anglicisme, peut-être vous pouvez le traduire pour moi. On traduira, moi puis Simon, on n'est pas pire là-dedans. Ça serait comment dire, recency bias. OK, ouais. Alors, le joueur qui finit l'année en force, ça excite un peu les parties. Il est parti nécessairement. Le biais de récence. C'est ça, il est parti sur il commence à éclore maintenant.
Sauf que même un mauvais joueur peut connaître un bon 2, 3, 4 semaines. Là. Ou, Hey, c'est pas fin de c'est parler aussi encore de là. Kotkaniemi de même, Rick, là. C'est pas cool, ça. Peut-être je parle de Kotkaniemi, mais ça va être n'importe qui, mais ça peut même être, encore là, des fois, des équipes font des échanges au temps des fêtes. Tu liquides ou tu vas acquérir des joueurs. Alors, tu liquides un paquet de joueurs, puis là, tout d'un coup, un jeune joueur qui joue sa troisième ligne, mais faute de mieux, ils vont mettre sa première ligne. Il va produire des points. Là, tu dis, oh, là, c'est peut-être un espoir que j'avais mal vu. Oui, mais c'est peut-être aussi parce qu'il n'y a personne d'autre, puis il donne toutes les chances de jouer en avantage numérique. Ouais. Il y a un petit boost de points, ça ne veut pas dire nécessairement. Alors, encore là, c'est de mal évaluer la situation que le joueur est ou le recency bias, que c'est un petit, ou les tournois même, c'est pour l'avantage moyen, les tournois, c'est problématique, là, parce qu'ils deviennent excités à un tournoi qu'ils viennent de voir un joueur, mais encore là, c'est seulement un petit affaire d'une semaine. Là. Mm-hmm. C'est pour ça que je disais Kotkaniemi, parce que son U18 en fin de saison l'avait propulsé au 3e rang. Ouais. Je sais pas si sans ce tournoi-là, il aurait été repêché ou vu si gros que ça par le Canadien de Montréal, mais ça, regarde, on ne saura jamais. Vraiment, le tournoi 19, premièrement, il est un piège. Ouais. Pourquoi? Ouais. Les joueurs jouent contre des gens de leur âge et non des gens plus vieux. Deuxièmement, le calibre du jeu est moins fort dû au fait que la majorité des bons joueurs juniors sont encore en séries éliminatoires. Alors, pour moi, le tournoi 18, c'est un des gros pièges qu'il n'y a pas pour évaluer des joueurs. Et puis, veut pas, ça fait en sorte que le stock d'un joueur monte ou descend. Puis, moi, je le regarde, le U18, mais je le regarde comme uniquement à titre de divertissement. Parce que combien de fois il y a des joueurs, moi, que j'ai surévalué à cause de ça. Puis, à un moment donné, j'ai arrêté, je me suis calmé vite, mais il y en a qui continuent à le faire. Puis, il y a des saveurs du mois. Puis, juste pour compléter ce que Rick dit, les petits échantillons aussi, hein. Regarde, cette année, moi, il y a un joueur que j'aime beaucoup, Cooper Simpson. Il a joué 9 matchs dans la USHL pour terminer l'année après avoir joué dans les high school américains. Faut que je fasse attention parce que ça demeure un petit échantillon de 9 matchs. Alors, peut-être je vais avoir raison, peut-être je vais avoir tort, mais tu peux être sûr que si j'ai tort, il y a des très bonnes chances que je blâme le petit échantillon. Puis que dans le futur, je vais apprendre de cette leçon-là. Fait que vois-tu, mais lui, je me suis basé un peu sur William Zellers l'année passée, qui était le meilleur joueur des high school américains. Et William Zellers, il a eu une excellente saison dans la USHL et il a fait partie de l'échange Colorado-Boston pour Charlie Coyle. Puis je pense pas que Colorado l'a laissé aller de gaieté de cœur. C'est parce qu'il donne quelque chose. Mm-hmm. Ouais. Alors, de ce côté-là, moi, Cooper Simpson, c'est un peu comme mon William Zellers cette année. Puis William Zellers, je trouvais qu'il était surestimé l'année passée. Fait que j'ai dit là, je me ferai pas prendre cette année. Je vais classer Cooper Simpson bien haut. Mais il y a quand même le danger du petit échantillon de la USHL. Mm-hmm. Ouais, c'est un piège. Oui. Ouais. Oui. Puis, tu sais, le calibre de jeu aussi. Là. Oui. Une autre chose aussi, dans le piège qu'il faut éviter, puis là, on parle juste sur la glace, ça vaut pour n'importe quelle ligue. Il y a des joueurs, la somme des parties est meilleure que le tout. Il faut faire énormément attention à ça. Il patine, il a un bon lancer, il fait 6 pieds 3, 195 livres. Le gars, entre guillemets, il a l'air d'un joueur de hockey. Puis là, tu dis, une fois que tout ça va être mis en place, là, c'est un 35 buts, c'est un power forward de 35 buts. C'est quoi le nom de le gros espoir des Bruins là, qui ont drafté l'année passée ou l'autre d'avant, là, que 6 pieds 8, puis... Dean Letourneau. Dean Letourneau, ouais. que tu fais comme... Tu sais, le Perfect Storm, s'il arrive, ça va être génial, mais il n'y a rien prouvé. Tu sais, jouer avec des joueurs plus jeunes, puis je pense que c'est ça, de la USHL, tu fais comme... Il n'y a pas d'aspect physique, il n'y a pas... Non, Dean Letourneau, c'est de la Ligue scolaire. Ah oui, c'est ça, en plus. Ligue scolaire. Ligue scolaire canadienne à part ça. Canadienne à part ça. Mais Dean Letourneau, je suis allé le voir en personne cette année, quand il est venu avec Boston College. Garde. Je m'attendais à pire. Ah, OK. Ouais. OK, je m'attendais à pire. Le gars n'a pas joué beaucoup,
Mais quand il est là, il n'est pas perdu sur la glace. Puis tu sais, il paraît, là. 6 pieds 7, 6 pieds 8, là, il paraît. Est-ce que ça va donner quelque chose? Écoute, si la carrière de Michael McCarron, je pense que ça va être déjà beau, là. Mais je suis pas prêt à lancer des tomates encore sur le choix. Moi, je ne l'aurais pas choisi, là. J'aurais attendu, mettons, troisième ronde pour un projet comme ça. Mais je m'attendais à pire. Je ne sais pas, Rick, t'es venu, toi, à ces matchs-là, je pense? Oui, je suis venu voir le premier des deux. Oui. Un peu la seule chose qui m'inquiète, c'est même si théoriquement, il a bien paru. Qu'est-ce que j'ai apprécié de Dean Letourneau, c'est que pour un si grand joueur de 6 pieds 8 environ, il y avait un coup de patin beaucoup plus fluide que je suis habitué à voir pour un grand gars comme ça. Souvent, c'est des patins un peu courts, là, un short stride, comme on dit. Mais il y avait quand même un beau patin fluide. La seule affaire que 3 points dans toute l'année, c'est moins que le gardien. C'est comme, je veux bien croire, là, mais ça, c'est inquiétant. Y a-tu vraiment moins de points que le gardien du club? Oui, il y avait 3 points, puis je pense que le gardien il en avait 4. Ben voyons là! Ouais, je crois que c'est. Peut-être que je me trompe, mais je suis pas mal certain que c'était ça. Ou peut-être le même nombre de points. Mais encore là, tu sais, Boston savait ils s'attardaient un peu à ça. Ils ont vu les qualités de base, puis ils ont dit on va aller avec le long game, comme on appelle. Il s'en va au collège américain. Il va aller à. Puis je ne me trompe pas, je pense que c'est Harvard ou Boston College. C'est Boston College. Boston College. Il a joué avec Jacob Fowler cette année. Avec Boston College. Désolé, je pensais encore à son temps dans son petit moment dans la USHL. Ouais. Il était avec Boston College. Puis quand même, c'est une équipe qui était un peu pactée. Alors, son temps de glace était un peu limité. Je pense qu'il jouait sa 3e ligne avec Boston College, cette game-là, même 4e, je pense. Il y a un des 2 soirs, Rick, là, je pense qu'il a fait 5 présences sur la glace. Oui, c'est ça. Maximum. L'autre soir, il a joué un petit peu plus. Mais puis je pense qu'il a joué un peu plus, Simon, parce que moi, c'était là la première game, puis n'oublie pas, Gabriel Perrault a été jeté de la game en fin de la première. En début de match, Gabriel Perrault a été éjecté. Oui. C'est ça. Alors, il a joué un peu plus. Ouais. Encore là, je vois les qualités qui peuvent être attirantes, mais comme Simon dit, pour moi, c'était un choix de fin de 2e, personnellement. Si j'avais 3-4 choix, là, je vais choisir plus fin de 2e. Là, je veux juste rectifier. Là, Rick a dit qu'il y avait moins de points que le gardien de but. Jacob Fowler a eu 2 passes cette saison-là. Dean Letourneau, 3. Fait que, hey! Mais non, mais pas de fake news ici. On parlait là, de le biais de récence. Quel joueur en ce moment voit sa cote augmenter puis que vous comprenez pas? Ça se peut qu'il n'y en ait pas, là, mais y a-t-il un joueur comme ça qui, dernièrement, a vu sa cote augmenter? Non, pas vraiment. Brandon Coots? Un peu? Moi, j'aime Brandon Coots peut-être plus que toi, Simon. C'est peut-être pour ça, ouais. C'est peut-être pour ça que je ne vois pas la même affaire personnellement. Mon Dieu, j'essaie de voir la liste là, en ce moment des différentes listes. Il y a Brady Martin, dont la cote a beaucoup augmenté. Ouais. Moi, je ne suis pas en désaccord. Là. Le gars, il a joué comme ça toute l'année. Puis, mais Santa, dont la cote a beaucoup augmenté. Il pourrait sortir 4e, 5e, je ne serais pas surpris. Ouais. Une surprise, si tu considères si on sort pas il y a 4-5 mois, ça serait une grosse surprise si Brady Martin sortait aussi haut. Un peu à la Beckett Seneke, qu'il a skyrocket toute la saison, tu sais. Ouais. Ah ouais, fait puis il pas un joueur. Il peut monter jusqu'à où? Brady Martin? Ouais. Écoute, Utah 4 ne me surprendrait pas. Ah ouais? Ouais. Fait qu'il devancerait Caleb Desnoyers? Ou... On ne sait pas. Ouais. Puis d'après moi, le plus bas, Brady Martin ne dépasse pas les Bruins de Boston à 7. Okay. Ah ouais. C'est le joueur de Boston là. Il l'adore, je pense que c'est évident. Puis non, peut-être le seul qui a. Je dirais qu'il a monté un peu plus que je m'attendais. C'était que Sean Aitchison un peu. Tu sais, peut-être 12-13, je ne m'attendais pas à autant. Moi, je l'avais, je pense, 21e. Ça m'avait un peu surpris. Je me demande quand on parle de recency bias, comme on dit. Je pense peut-être que les séries éliminatoires, la Ligue nationale peut peut-être influencer un peu les listes de repêchage beaucoup en ce moment, là, parce que c'est tellement violent. Puis je pense que Sean Aitchison a peut-être monté un peu à cause de ça. OK. Intéressant. Une fois de temps en temps, le premier choix total se plante. Il y a Kupov, mettons. C'est arrivé. À quel point c'est une probabilité pour
Schaefer cette année? Parce que c'est le choix consensuel. Il n'a pas joué beaucoup. Est-ce que ça se pourrait que... Parce qu'on est dû, là, ça fait une couple d'années que les premiers choix... Puis là, je sais que Slavkovski, c'était pas une grosse cuvée, mais clairement, c'est un joueur de la Ligue nationale. Là. Il se plantera pas. Là. C'est pas comme Yakupov. Là. Wow! C'est quelque chose qui s'est passé de ton côté, Simon? Quoi que tombé ou... OK. Ça se peut. OK, pas grave. Donc, à quel point c'est une probabilité que Matthew Schaefer soit un bust dans ce repêchage-là comme premier choix total? Écoute, c'est difficile de prédire des busts. Il y en a eu, oui. Ouais. Il y a des premiers choix que j'ai beaucoup moins aimés que d'autres. Mais de là à prédire des busts, je ne sais pas si j'ai déjà prédit des busts à un premier choix. Mais là, avec le passé, avec le recul, on peut regarder c'était quoi les busts. Mm-hmm. Qu'est-ce qui démontrait ces gars-là? Encore là, je vais te relancer. C'est quoi pour toi, Matthew Schaefer, devenir un bust? Faudrait qu'il devienne quoi pour toi pour être un bust? Ben, 5e, 6e défenseur, mettons. OK, mettons. Ouais. Et regarde, à moins de blessures, je te dirais les chances sont nulles. OK. Ouais. Est-ce que Matthew Schaefer va gagner? Est-ce que Matthew Schaefer va gagner le trophée Norris? Ça, je ne suis pas sûr. Mais Matthew Schaefer, défenseur numéro 5 ou 6, pour moi, c'était possible. OK. Ouais. Je pense que des fois, tu vois le plafond puis tu vois le plancher d'un joueur. Tu sais, Neil Yakupov, s'il ne comptait pas, tu dis, OK, qu'est-ce qu'on fait avec lui s'il ne compte pas? Il devient un bust. Si Matthew Schaefer n'est pas aussi doué offensivement qu'on s'attend, je ne le vois pas plus bas que le deuxième paire quand même, parce que son coup de patin, il est tellement beau, il est tellement intelligent, il est tellement capable de jouer des grosses minutes. Puis il est encore tellement jeune comparé aux autres. Là. Je pense que 2 semaines plus tard, il n'aurait pas été éligible pour le pêchage de cette année. Tu veux savoir caractère, il a tout le caractère au monde. Il a fait face à une mononucléose. La mère de sa famille d'accueil s'est malheureusement enlevé la vie. 3 mois plus tard, sa mère est décédée d'un cancer du sein. Ce gars-là, à un jeune âge, a eu à faire face à beaucoup de défis. Puis même la pression à être une jeune super vedette dans le hockey junior, on le voyait depuis maintenant, je pense, 2 ans comme un potentiel top 5. Il a tout fait ça face à ça. Alors, il y a tellement de choses alentour de lui qui démontrent qu'il va être un bon joueur que je vois pas un boss dans son cas. C'est pas, comme je dis, un Neil Yakupov, que s'il ne marche pas offensivement, tu fais rien avec lui, là. Est-ce que vous aviez vu venir Yakupov? Comment vous l'aviez évalué dans le temps? Tu sais, je veux dire, là, c'est facile. Moi, je n'en avais pas premier, en tout cas. Moi, je n'en avais pas premier. Loin de là. Boss, non. Mais moi, je me suis dit, ça peut être... dans le pire des cas, je voyais peut-être un genre de Michael Ryder, là, tu sais, un gars de 25-30 buts, qui ne sert pas à grand-chose, mais qui marque des buts. Puis c'était parti pour être ça au début. Une première carrière qui avait de l'allure, hein, si je me souviens bien. Oui, au début, c'était quand même correct. Et à un moment donné, Ray Ferraro, l'analyste, avait fait un commentaire sur lui. Puis il avait dit, Neil Yakupov, il joue comme s'il y avait une ruche d'abeilles qui courait après. Oui, je me souviens de ça. Et là, à partir de ce moment, je me suis mis à l'observer. Puis j'ai dit, mon Dieu, le gars n'est jamais à la bonne place. Il travaille fort. Tu sais, il y avait des mythes qui étaient véhiculés sur Yakupov. C'est un paresseux, c'est un saineux, c'est un... Non. Il savait juste pas jouer. Il savait juste pas où se placer. Puis là, il a commencé à se promener d'une équipe à l'autre. Puis là, je me disais, pourquoi on essaye de rescaper un joueur qui, finalement, il s'améliorera pas? Il va te marquer un but de temps en temps, mais il va continuer à jouer comme s'il y avait une ruche d'abeilles qui courait après. Et à un moment donné, évidemment, ces gars-là disparaissent dans la KHL. Alors, est-ce que je voyais un gros plancher pour lui? Non, je voyais pas un gros plancher, mais je voyais quand même un gars, tu sais, je me suis dans le meilleur des cas, c'est 35-40 buts, 40 buts unidimensionnels, puis dans le pire des cas, ben, c'est 25 buts unidimensionnels. Mais je ne l'avais pas classé premier, justement, à cause de ça. Je trouvais que sa réputation était un petit peu exagérée. Je ne comprenais pas pourquoi, à l'époque, il était numéro 1, puis on ne pouvait même pas en discuter. Tu te souviens, toi, de Fail for Nail? Oui. Ouais. On ne pouvait même pas discuter. C'était comme Lafrenière. C'était pas discutable.
Quand j'étais arrivé avec Stutzla premier, moi, ça avait soulevé l'ire de bien du monde. Et là, je disais, ben, pourquoi on ne peut pas discuter? Et puis souvent, je trouve que le premier choix, là, il est étiqueté. De bonne heure. Tu discutes pas. De bonne heure, puis tu discutes pas. Connor Bedard, ça se discutait pas. Moi, j'avais juste dit à un moment donné, j'ai dit, un joueur de centre de 5 pieds et 9, est-ce qu'il y en a déjà un qui a dominé dans l'histoire de la Ligue nationale? C'est vrai. Puis là, il fait 150 points. Il fait, oui, on peut-tu juste se poser la question, pourquoi? Pourquoi c'est un dogme que Connor Bedard, ça va être une grande vedette? Là, on va voir. Est-ce qu'il va être à l'aile? Est-ce qu'on va le déplacer à l'aile? Qu'est-ce que les Blackhawks vont faire? Est-ce qu'ils vont bien l'entourer? Connor Bedard, il a ses lacunes, là. Il est mal entouré, oui. Puis il y a des qualités absolument exceptionnelles. Mais c'est pas un gars qui a un grand coup de patin pour sa grandeur. Mais bon, il a un arsenal de tir absolument incroyable. Puis il est créatif. Mais là, on ne le sait pas, là. On ne le sait pas. Connor Bedard, ça va peut-être devenir le meilleur joueur de 2023, mais peut-être que non. Puis je trouve qu'il y a rarement de débat qui est fait, même en 2022, c'était Shane Wright. Il ne fallait pas discuter Shane Wright. Ah, moi, je me souviens d'avoir discuté avec des amis, puis moi, j'avais Slav premier, tu sais, à cause des Olympiques, puis tout ça. Puis je suis comme, il me semble qu'il y a tout, puis Shane Wright, je le voyais pas comme cette étincelle-là, comme un premier choix. Puis, écoute, j'avais l'air d'un fou, là. J'avais l'air d'un cinglé tout seul dans ma gang, là. C'est effectivement cette notion-là de on peut pas discuter du premier choix qui est consensuel. C'est dommage. Pour revenir à ce que Simon disait plus tôt, il disait de regarder en arrière, voir qu'est-ce qui est arrivé pour qu'un joueur qu'on étiquette comme un long shot qui pourrait réussir, c'est quoi les qualités qu'il a. Regardons dans les 25 dernières années, combien de fois que le joueur qui a été choisi numéro 1, qui était un consensus pick, tout le monde pensait, il n'est pas devenu le meilleur joueur de cette cuvée. Ça arrive assez régulièrement que c'est pas le premier choix, c'est peut-être le troisième, quatrième. Alors pourquoi pas avoir ce débat? Dans le processus, on en avait parlé il y a à peu près un an. C'est à peu près 50-50 que le premier choix devient le meilleur joueur. Ouais. Mais en même temps, le premier choix se bat contre tous les autres d'après. Fait que, mais oui, ça veut dire qu'une année sur deux. C'est l'idée du débat. Ouais. Le débat est quasiment tout le temps. Le débat est toujours important. Le débat doit avoir lieu. Pourquoi pas te poser la question? Pourquoi pas te poser des questions? Pourquoi pas avoir des discussions? Pourquoi s'entendre pour quelque chose? Juste au moins de te mettre dans la tête que tu évalues et tu considères des options que tu n'as pas considérées. C'est pour ça que quelqu'un que je suis en désaccord avec, je veux entendre son opinion parce que je veux savoir est-ce que c'est moi qui a manqué quelque chose. Peut-être que non, mais peut-être que oui. Mm-hmm. Ça me fait penser, tu sais, ce débat-là. Dans un des derniers épisodes de Processus, Simon, tu disais que, selon toi, le joueur qui pourrait être le plus productif, c'est Jake O'Brien dans ce repêchage-là. Je ne veux pas dire qu'il pourrait sortir premier, là, c'est pas ça. Mais d'avoir, tu sais, de dire, à la fin de la carrière de tout le monde, ça sera probablement pas Schaefer qui va avoir le plus de points, ça sera peut-être même pas le meilleur de la QV, mais on peut pas le discuter. On peut pas dire, ça se peut que ça soit quelqu'un d'autre le numéro 1. Ben, c'est ça. Puis surtout que cette année, je pense que l'équipe dans laquelle les joueurs vont tomber va être très importante. Moi, j'ai l'impression que Michael Misa va être plus productif à San Jose qu'il ne le serait peut-être à Utah ou à Nashville. Ouais. Ça aussi, là. Parce que Michael Misa, il va soit devenir le deuxième centre des Sharks ou il va devenir un ailier de premier trio avec Celebrini. Ça va être un des deux. Dépendant comment les Sharks s'utilisent. Mais tout porte à croire que Will Smith va rester à l'aile, donc Michael Misa va être le deuxième centre. Alors, Michael Misa, un deuxième centre des Sharks, avec le jeu de puissance et tout, va être plus avantageux que s'il se retrouve, mettons, à Nashville, où on ne sait pas trop quelle direction l'équipe prend. Jake O'Brien, ça va être la même chose. L'équipe dans laquelle il tombe, ça va être important. Desnoyers, lui, je pense que c'est plus ou moins important parce que Desnoyers, il y a un style de jeu où il va pouvoir être un centre top 6 à peu près partout. Alors, lui, il est peut-être un petit peu plus facile à prédire. Mais, écoute, moi, là, je te fais ma liste, mettons, mon top 20.
Mais redemande-moi mon top 20, le lendemain du repêchage, il va peut-être changer. Selon l'équipe où le joueur a abouti. Mhm. Ouais. D'ailleurs, O'Brien, je pense que, tu sais, moi, là, je fais un exercice, là, tu disais, on va réévaluer, Simon, les drafts. Tu sais, ça prend 10 ans pour réévaluer. Moi, je suis en train de faire l'exercice. Je commençais en 2022, pogner plein de listes de drafts, de mock drafts, tout ça, puis pour revenir dans éventuellement dire, hey, quelle liste qui était la plus proche de ce que les gars vont avoir réussi à faire. Et de ce que j'ai compris jusqu'à maintenant, tu es le seul qui met Jake O'Brien dans le top 5. Pourquoi? Qu'est-ce qui fait que ce gars-là n'est pas perçu comme toi tu disais, le potentiel plus grand producteur de points de cette QV-là? Bon, la première chose, je pense qu'il y en a qui le trouvent encore frêle. Alors, il y a toujours l'idée de est-ce qu'il y a une charpente qui va se fournir suffisamment pour être capable de faire face aux rigueurs de la LNH. Deuxièmement, il y en a qui lui reprochent le fait qu'il y a beaucoup de points en avantage numérique. Faire attention à ça aussi. Je suis pas en désaccord avec ce bémol-là. Mais moi, pourquoi moi je l'ai plus haut? C'est parce que c'est un attaquant de la Ligue de l'Ontario. Puis pour moi, un attaquant de la Ligue de l'Ontario, c'est un attaquant d'une mini-Ligue nationale. Alors, c'est quasiment une transposition, tu sais, c'est que tu fais. Tu prends juste un gars plus jeune, puis tu le mets dans la ligue semblable, mais avec des gars plus vieux. Les autres ligues, là, en Europe, extrêmement difficiles. Anton Frondel, je me base sur quoi? C'est un jeu qui est complètement différent de la LNH. Puis c'est pour ça, d'après moi, qu'il y a tant de joueurs suédois, finlandais qui sont repêchés dans les rondes ultérieures par rapport aux joueurs de hockey québécois ou canadiens. Parce qu'on dirait que les joueurs de hockey québécois et canadiens, c'est plus facile de te faire une tête dessus à 17 ans. Alors, tu peux facilement le balayer du revers de la main et dire « Ah, lui, il ne fera pas le LNH. » Le joueur suédois, ou finlandais, t'es tellement dans une ligue différente. Ah, ben, on va prendre une chance sur lui. Il a un beau coup de patin. Ah, on va prendre une chance sur lui. Il fait 6 pieds 3 puis il donne des bonnes mises en échec. Mais dans le fond, tu as basé ça sur un calibre de jeu qui est vraiment pas fort, qui ressemble pas à la Ligue nationale, tandis que tu vas regarder un joueur de la Ligue de l'Ontario, de la Ligue junior du Québec, puis tu peux te faire une tête puis dire OK, lui, ses chances de faire la LNH, c'est 20%. Puis, dans la majorité des cas, tu ne tomberas pas. Puis c'est dommage, je pense, pour les joueurs canadiens puis québécois, parce qu'on les discarte de bonne heure par rapport à des joueurs européens qui, eux, ont l'avantage de jouer dans une ligue qui représente un petit peu plus l'inconnu. Je sais pas ce que tu en penses, mais moi, je suis fasciné par le nombre de joueurs suédois. Tu sais, suédois, finlandais qu'on prend en deuxième, troisième monde. Puis là, tu lis les rapports, puis tu as l'impression qu'ils sont en train de te décrire Connor McDavid. Le gars, 2 buts, 4 passes dans la saison. Là, le joueur en question, tu vas le voir, tu te dis, ben, où c'est qu'ils ont pris ça? Puis là, après ça, le gars arrive dans la Ligue américaine, s'il vient ici. Puis là, ben non, mais c'est... Où est-ce qu'ils sont, toutes les qualités qu'on vient de décrire? Ouais. Tandis que Jake O'Brien, what you see is what you get. Tu vois Jake O'Brien, tu fais une projection, tu dis Jake O'Brien, top 6, dépendant de l'équipe dans laquelle il tombe, tu peux faire un certain nombre de points parce qu'il fait ça, et le ça se transpose dans la Ligue nationale. Son sens du jeu, son comportement autour du filet, le genre de passe qu'il fait, etc., etc. Tu sais, tu peux l'imaginer dans l'uniforme, n'importe quoi, je te dis n'importe quoi, des Bruins de Boston. Puis tu as une idée qu'est-ce que Jake O'Brien va être dans l'uniforme, exemple des Bruins de Boston dans 5-6 ans. Mais là, tu regardes, je ne sais pas, quand je nomme un joueur, les Sharks repêchent l'année passée en deuxième ronde, Léo Sandin-Wallinius, un défenseur. Là, on entend toutes sortes de belles choses à son sujet. Moi, j'ai rien vu là, qui m'épate. Moi, je me dis, viens-t'en dans la Ligue américaine, mon homme, puis là, on va voir. Parce que j'ai aucune idée. Je regarde Sandin Wallinius en Europe,
J'ai aucune idée si ça va se transposer. Je regardais Mathias Norlinder, oui, il y a 7-8 ans. Hey, on le vantait. J'étais le seul, moi, qui disait que Norlinder ne ferait jamais la Ligue nationale. Oui, mais regardez les beaux highlights. Ben oui, mais il n'y a pas un jeu qui se transpose dans l'NH. Tu comprends? Mm-hmm. Mais on prend une chance avec ce gars-là parce qu'on se dit, oh, il y a des bonnes mains. Ben oui, il y a des bonnes mains contre des Pee-Wee. Je les appelais, j'appelle ça la Ligue des danseurs de ballet. Ça me fait penser. Ceci étant dit, il y a des bons joueurs qui sortent de la Suède. Là. Je ne crache pas sur Anton Frundell. Là. Anton Frundell, je l'ai 4e sur ma liste. Mais est-ce que j'ai plus de points d'interrogation sur Anton Frundell que sur Caleb Desnoyers? Oui. Mm-hmm. Je l'avoue, oui. Je ne suis pas sûr. Alors que Caleb Desnoyers, je l'imagine dans LNH, puis je me dis, bon, puis je peux me tromper, mais au moment où je te dis ma prédiction, j'en suis sûr. Alors que d'autres, comme Frundell, que je me trompe ou que j'ai raison, je suis pas sûr. Je donne mon opinion, puis je me dis, ben, écoute, advienne que pourra. C'est drôle, ça me fait penser combien de fois que tu fais comme. Il y a un gars de 100 points par match dans la Q qui est drafté 4e, 5e ronde, mais t'as des Suédois, t'as des Finlandais qui ont 4 points dans leur saison, mais parce qu'ils jouaient contre des adultes, c'est perçu comme oh! Le fameux mythe des adultes. Hein? Ouais. Alors moi, je dirais aux gens, allez voir la composition, Ligue de Suède, là, ouais. Finlande, allez voir les compteurs, là. C'est des gars qui avaient de la misère à faire la Ligue américaine, dans certains cas. Ouais. Et puis la KHL. Même affaire. La 2e meilleure ligue au monde. Oui, OK, c'est parce que Nigel Dawes est une vedette, là. Ça en dit long. C'est la patinoire aussi qui est différente. C'est tout ça. C'est pour ça que Jake O'Brien, Simon, toi tu es 5e, moi je l'ai 6e dans mon classement. Caleb Desnoyers, pour moi, ont les mêmes qualités que Jake O'Brien. Lorsque tu les vois jouer, ils font des jeux. Ils ont beaucoup de trafic alentour d'eux parce que c'est une patinoire plus petite, ils sont beaucoup plus sous pression. Puis ça se transporte beaucoup mieux dans la Ligue nationale de hockey parce que tu n'as pas tout l'espace voulu pour faire des beaux jeux. Là. Eux autres sont capables de faire des jeux dans des sous pression, avec beaucoup de trafic alentour d'eux. Ça, c'est ce qui m'impressionne le plus. Être capable de patiner lorsque tu as beaucoup de place et lorsque tu as des pieds entre toi et l'adversaire. Ça veut rien dire. C'est comme dans ce que j'entends souvent des gens dire ce joueur-là est un bon patineur après ses 3-4 premières enjambées. Oui, mais et quoi? Le jeu est fini. Il ne peut pas 3-4 enjambées dans la Ligue nationale pour prendre la vitesse qu'il veut. Ça ne dérange pas qu'il soit capable de faire ça après 3-4 enjambées. Il faut qu'il soit capable de décaper le plus vite possible maintenant. Là. C'est ça, le jeu est en arrière de toi. Si ça te prend 3-4 enjambées et atteindre ton plein, ta vitesse maximale, t'es fait. Là. Mais oui. Souvent, Simon, sur processus, tu parles de value pick. De maximiser ton choix, de surperformer ton rang de sélection ou encore d'avoir été sélectionné trop haut par rapport à ta qualité réelle. Quel gars cette année au repêchage peut rentrer dans la catégorie des value pick, puis qui est un piège dans ce repêchage? Dans les value pick, mon value pick, moi, c'est Cooper Simpson. Oui. Qui, selon moi, au minimum, va sortir fin première, là, puis ça, si ça va bien. Puis qui pourrait même sortir en fin 2e, 3e ronde. Là. Voilà, pour moi, Cooper Simpson, il va sortir à peu près en 28 et 65. Pour moi, c'est le value pick qui va complètement surévaluer son choix. Son rang de sélection. Le piège, on ne le sait pas. On ne sait pas. On ne sait pas qui va être choisi très haut. Mais tu sais, si un gars comme Etchison sort dans les 10 premiers, pour moi, c'est pas un value pick. Porter Martin à 3 ou 2 ou 3, c'est pas un value pick. Mais ça, c'est une réponse que je vais donner le lendemain du repêchage. le reach, tu sais, on appelle ça un reach en anglais, là. Le joueur choisit beaucoup trop haut et qui jamais pourra répondre aux attentes de son rang de sélection. Ouais, ça fait mal, ça. Toi, Rick, tu vois-tu pas mal les mêmes noms? Ou, Moi, en termes j'avais mis Théo Stockselius, désolé, un joueur pas mal haut.
je vois des qualités en lui d'intéressant. Qu'est-ce que j'aime, c'est que c'est quand même un gars qui a le potentiel de se développer plus dans la mesure qu'il a manqué une saison à cause d'un cancer et il s'est cassé la jambe aussi. Alors, il a manqué une saison et demie. Alors, il a quand même un potentiel que j'aime bien. Je le vois comme un value pick. T'sais, je ne le choisirais pas avant la deuxième ronde. Là. Ça, je vous le dis tout de suite, là, même si je l'ai classé plus haut, j'attendrai quand même parce que je suis convaincu que je peux l'avoir plus tard. Le gars qui, moi, m'inquiète le plus, je l'ai mis, je pense, 20e, puis je pense que j'aurais dû le mettre plus bas. C'est Reddy Murtalka. Je ne suis pas du tout convaincu sur lui. Je suis désolé, mais ses sorties de zone, c'est lent. Et je pense qu'il est capable de faire une assez bonne première passe, mais à 6 pieds 5, 240 livres, il y a beaucoup plus d'espace dans la Ligue junior qu'il va l'avoir dans la Ligue nationale. Il ne réagit pas assez vite, d'après moi. Là qu'il va avoir de la pression, il n'a pas la mobilité, la fluidité pour se donner une petite seconde de plus. J'ai l'impression que Murtica va devenir comme au mieux un troisième, défenseur de troisième paire défensif. Oh, je pense que je l'ai mis un peu... je pense qu'il est surévalué d'après moi. Ben, tu vois, je pense que j'ai 18 ou 19. Puis, je ne sais pas si tu as eu l'occasion de lire le Recruits, mais les évaluations que les recruteurs ont fait, ceux qui ont parlé à Grant, ils sont vraiment pas élogieux. Oui, j'ai vu. Il y en a qui ont écrit que je trouve absolument rien à ce gars-là. Oui, j'ai vu. Alors, et je sais que quand je l'ai classé plus loin, ça a fait réagir beaucoup parce que il y en a qui le voient deuxième meilleur défenseur du draft, sortir 6 ou 7, là. Puis moi, le commentaire que j'ai fait, ben, si le Canadien choisit 17e, qu'est-ce que tu vas dire? Ben, s'il choisit 17e, ben, c'est ça, ça vaut un 17e choix. Parce que c'est un gars qui pourrait être un numéro 4, numéro 5. Il joue à droite, la seule lui. Raison pourquoi la seule raison pourquoi je le vois peut-être 20e, puis encore là, il y a des positions qui sont plus importantes que d'autres, c'est un défenseur droitier. Je donne toujours une petite coche de plus pour un défenseur droitier parce que sur le marché des échanges, un défenseur droitier va avoir plus pivot parce qu'ils sont tellement denrées rares. Alors, il y a différentes façons d'évaluer la valeur d'un joueur que tu as. Et une des façons d'évaluer, c'est qu'est-ce que je peux avoir sur le marché des échanges. Et un défenseur droitier, gros surtout, va toujours être échangé pour beaucoup plus qu'il devrait. Faut toujours que tu penses en fonction gestion des actifs. C'est ça. C'est un mot toujours. Gestion des actifs. Je sais, il y en a qui détestent ça quand je dis ça. Là. Il y en a qui disent que je considère les joueurs comme du bétail. Puis non, c'est pas ça. Ce sont des actifs. Oui. Les équipes de hockey, c'est des business. C'est des actifs. Oui, je sais, il y a des amateurs qui s'attachent à des joueurs, ils achètent des chandails avec des numéros. Il y a des enfants qui aiment ça. Je comprends tout ça, puis je respecte ça. Mais du côté d'un gestionnaire de hockey, un joueur, un choix de repêchage, de l'espace sous la masse salariale, ça fait partie des actifs. Exact. Il y a un défenseur de droitier, c'est un actif précieux. Oui. Mais il faut qu'il performe. C'est pour ça que j'ai peut-être mis Murtalka plus haut que j'aurais dû. Quand j'y pense, d'une manière, comme je dis en même temps, c'est un actif important, puis la grandeur qu'il a, puis la façon qu'il a quand même produit des points, mais puis Seattle, c'était pas une grosse équipe, alors je pense qu'il laissait un peu faire ce qu'il voulait sur la glace, puis c'est surtout sa mobilité latérale qui m'inquiète. Il va se faire dépasser beaucoup dans la Ligue nationale s'il n'améliore pas cette facette de son jeu. C'est-tu le genre de joueur qui a une meilleure valeur tant qu'il n'a pas mis les pieds sur une patinoire Ligue américaine, Ligue nationale? Oui. Quand tu le drafts puis tu le magasines déjà pour d'autres choses? Yes, sir. Ah ouais, hein? OK, c'est bon. Yes, sir. Ça peut. Faut pas que tu tombes en amour avec trop parce que c'est ça. Non. Parce que quand t'es un partisan. Mais c'est ça, c'est que moi, je n'ai entendu parler parce que justement, défenseur droitier, puis sachant la valeur que ça a, tu fais comme, ah, OK, gros profil, puis tout. Mon chum Jerry, qui lui, dit, ah, j'espère que le Canadien, mais là, avec ce que vous me dites, même si sa latéralité, c'est du côté droit, ben, j'en veux pas, là. À moins que ce soit pour l'utiliser par la suite rapidement pour l'échanger, là. Mais ça dépend de ce qui reste à ce rang-là. À un moment donné, il faut choisir des joueurs. Tu sais. Les joueurs vont avoir des failles, puis il faut que tu acceptes le fait que quand tu repêches 16, 17, 20, 22, 24, à un moment donné, là, c'est plus Schaefer, puis c'est plus Celebrini que tu vas aller te chercher. Ouais. Alors, tu sais, comme je t'ai dit, on ne déchirera pas notre chemise si le Canadien va le chercher 17, mais c'est quoi? Je pense que ça ne sera pas un problème. Il va être parti déjà.
Ouais, c'est ça. Quelqu'un d'autre va faire la gaffe à la place du Ouais. Ben, ça, c'est le genre de sélection qui fait en sorte un peu comme pour Demidov. C'est le fait que Columbus a pris un choix qui était champ gauche, qui a ouvert la porte aux Canadiens d'avoir un meilleur choix. Ben là, allez-y, les clubs en avant, pognez-les, Murtka, puis ça va laisser des meilleurs joueurs pour le Canadien. Ben, je sais aussi qu'il y a des organisations que ça venait d'en haut qu'on disait pas de rush au premier round, point à la ligne. Ouais. C'est peut-être ça. Columbus, je ne sais pas. Peut-être que oui, peut-être que non. Mais il y a des organisations qui disent en première ronde, on ne prend pas de chance. On ne les connaît pas. On ne peut pas vraiment les voir en personne. Surtout le directeur général, parce que dans la première ronde, les directeurs généraux ont tendance un peu plus à être impliqués dans ce choix-là. Ils ne sont peut-être pas à l'aise s'ils ne l'ont pas vu. Corey Pronman de The Athletic disait dans un article que selon lui, il ne croit pas que Ivan Demidov, si Schaefer et Demidov étaient dans le même repêchage, que Schaefer serait repêché quand même premier devant Demidov. Êtes-vous d'accord avec ça? Moi, j'ai l'impression que Demidov serait passé avant, non? Regarde, il y a deux volets à la réponse. Qu'est-ce qu'on pense qui arriverait, puis qu'est-ce que nous, on ferait? Mm-hmm. Je vais commencer par qu'est-ce que je pense qui arriverait. Je pense que Schaefer part premier. La valeur d'un défenseur numéro 1 est plus grande que celle d'un ailier. N'oublions pas que Demidov est un ailier. Bon. Maintenant, mon opinion, j'ai la même opinion. Je vais donner plus de valeur à un défenseur numéro 1 qu'à un ailier. Puis Rick, tu sembles être d'accord aussi avec ça? 100% d'accord. Moi, quand tu construis une équipe, tu sais, comme Simon, c'est un peu, j'ai appris ça de Simon dans le blog de Mathias, là. Il parlait du concept qu'une équipe doit faire un pic en même temps. Le défenseur prend toujours plus de temps de se développer. Alors, si tu peux prendre une petite avance avec les défenseurs, je ne dis pas de choisir, obligatoirement de choisir un défenseur, mais quand tu peux essayer de commencer avec les défenseurs puis rajouter les attaquants après, tu as une meilleure chance que tout le monde arrive à maturité en même temps. Remarquez, les défenseurs, souvent, c'est drôle, mais souvent, ils sont à leur mieux à 28, 29, 30, 31 ans. Oui. Les attaquants, c'est bien avant ça, mais on dirait que les défenseurs, c'est toujours fin vingtaine, début trentaine qui jouent leur meilleur hockey. C'est parce que c'est une position qui est très, très, très difficile à maîtriser dans la Ligue nationale. C'est le problème auquel pourraient faire face les Sharks. Les Sharks, c'est Will Smith, Celebrini, Michael Misa, on présume. Mais il n'y a toujours pas de défenseur numéro 1. Je n'aille pas Sam Dickinson, là, mais pour moi, c'est pas un numéro 1. Alors, mais il y a une question de chance là-dedans. Si les Sharks avaient eu le premier choix, ils l'auraient eu, Schaefer. Les Blackhawks de Chicago, à l'époque, avaient eu Duncan Keith, Brent Seabrook, avant d'aller chercher Jonathan Toews et Patrick Kane. C'est un peu de la chance quand tu y penses. Oui. C'est un peu le plus gros problème, justement. On parle il y a beaucoup de problèmes à Buffalo, là, mais ils n'ont jamais été capables de repêcher des défenseurs, surtout droitiers. Ouais. C'est incroyable. Ils utilisent Samuelson, qui est un gaucher de troisième paire à la droite de la première paire. Ils utilisent l'ancien défenseur de Boston de 5 pieds de 9, que je ne me rappelle pas de son nom, qui est la deuxième défenseur de l'équipe. Et ils sont vraiment... Leur construction est vraiment, vraiment mauvaise en ce moment. Pas nécessairement les joueurs qui ont choisi, mais le tout est très mal construit à Buffalo en ce moment. Là. Puis des fois, ça demeure un peu des malchances au repêchage parce que tu arrives pour choisir, puis le joueur qui ne te convient pas est quand même le meilleur joueur disponible. Ouais. Tu fais quoi? C'est ça. Tu sais, à un moment donné, tu prends Zach Benson, tu prends Matt Savoie. C'est ça. Mais à un moment donné, c'est parce que oui, c'est le meilleur joueur disponible, mais t'en as trop de pareils. Oui. C'est il faut quasiment que tu fasses un sacrifice. Tu te dis, je vais prendre un joueur peut-être de calibre un peu inférieur, mais qui convient mieux. Mais si ça ne marche pas, ça aussi, tu t'exploses d'en face. Parce qu'on va te remettre sur le nez que le gars que tu aurais dû choisir a fait 70 points. Ah oui, on dit toujours le meilleur joueur. Jamais dans tes besoins, mais éventuellement, tu es compris. Je pense qu'il y a un petit peu de chance puis de malchance là-dedans. Ouais, cependant, évidemment. Il faut reconnaître ça assez vite, puis gérer tes actifs assez rapidement, puis pas avoir peur d'échanger un gars que tu viens de repêcher un an plus tard, quand sa valeur est assez haute. Il y en a, oublie pas, là, après un an, là, leur valeur elle monte. Le World Junior Championship, les saisons dans la NCAA où ils sont candidats au trophée Hobey Baker, les saisons où ils retournent dans le junior et ils font 115 points. Il y a des joueurs qui prennent de la valeur, alors qu'un joueur de 18 ans qui joue dans la Ligue nationale, il en perd souvent. Sa valeur ne peut que baisser. Ouais. C'est vrai. Presque. Je parle pas de Celebrini, là.
Mais il y a des joueurs là, qui ont joué à 18-19 ans, puis leur valeur a baissé. Puis des joueurs du même âge cartonnent dans d'autres ligues, puis là, on pense qu'ils sont rendus meilleurs. Oui. C'est vrai. C'est tellement vrai. Slavkovski, tout le monde pioche dessus, là. Mais Slavkovski, s'il avait été 2 ans dans le junior, puis 1 an dans la Ligue américaine, puis il avait eu une tonne de points, tout le monde dirait que c'est le meilleur prospect du hockey. C'est tellement vrai. Oui, c'est tellement ça. J'ai demandé à nos auditeurs s'il y avait des questions pour vous autres par rapport au repêchage. Sébastien Cadieux demande, avec les 2 choix de deuxième ronde du Canadien, qu'est-ce qu'il devrait faire? Est-ce que vous avez une idée de joueur que le Canadien pourrait cibler dans cette deuxième ronde-là au repêchage? Je vois, Simon, que tu... C'est dur parce qu'il va y avoir des gars qui vont glisser, mais il reste quand même que le Canadien choisit dans la première moitié. Uh-huh. La première moitié de la deuxième ronde, je trouve, elle est beaucoup plus intéressante que la deuxième moitié de la deuxième ronde, où là, ça devient le début de la fin. Alors oui, tu peux trouver un Lena Hudson sur des deux, là, mais on va arrêter de parler d'exception. On va y aller avec ce qu'il y a de disponible. Ben, moi, c'est sûr que si un gars comme Cooper Simpson baisse 40 et 41e, c'est un gars sur qui je sauterais. Du côté des joueurs du Québec, 41, ça m'étonnerait qu'ils soient encore là, mais un Bill Zonin pourrait être intéressant. Est-ce qu'il va être encore là 41? Je ne sais pas. C'est extrêmement difficile de prédire qui va glisser parce qu'il y a des clubs qui ont des joueurs qui ont classé 22, puis il y a des clubs, le même joueur, ils vont l'avoir classé 58. Fait que est-ce que le Canadien va se tourner vers des Européens? Overager. Dont on parlait tout à l'heure? Ou est-ce qu'on va y aller peut-être avec... Moi, je pense que le Canadien veut se grossir. Je m'attends à un repêchage de colosse. Ça serait logique. Toi, Rick, as-tu des noms pour la deuxième ronde? C'est très difficile. C'est tellement loin. C'est un repêchage qui peut aller n'importe où après le choix numéro 20. Je pense que c'est très, très, très difficile à prévoir. Je pense que si j'avais un nom à cibler, ça pourrait être un bon joueur des séries, même si je pense qu'on serait déçu avec lui pendant la saison régulière, mais en série, Shane Van Zyl serait peut-être intéressant. Il patine pas super bien, mais comme on dit, son jeu en zone restreinte est très bon. Il est capable de manier la rondelle très bien avec beaucoup de pression sur lui. Proche du filet adverse, il est très gros, très fort. C'est pas un gars qui est très bon dans le open ice, comme on appelle, mais ça, c'est moins important en série. Alors moi, je prends un joueur comme ça, je sais que les gens vont un peu cracher dessus pendant la saison régulière, mais ils vont dire « mais il a bien performé dans les séries », puis c'est ça qu'est-ce que je cherche à ce point-là. Mm-hmm. Est-ce que vous seriez donc plus tenté même de combiner les 2 choix pour essayer d'avancer fin de première ronde, ou rendu là, c'est tellement éparpillé que t'es mieux d'avoir 2 options que n'y ait qu'une? 2. Ouais, hein? Thomas en 2, rendu là. Ouais. C'est ça. À moins que tu aies vraiment un joueur en tête. C'est ça. Puis, tu arrives, mettons, le matin du repêchage, puis tu donnes tes 2 choix, tu offres tes 2 choix, mettons, à San Jose, puis tu dis, je vais prendre le 33 pour le 41 puis le 49, parce qu'il y a un gars, je peux vraiment pas le manquer. C'est ça. C'est déjà arrivé, on l'a vu par le passé, mais à moins que ça soit ça, prends 41-49. Ouais. La seule affaire de Montréal, c'est plus facile pour Montréal à faire ça parce que je pense qu'ils ont 4 choix de troisième ronde aussi. Alors, tu peux quand même rentrer dans la deuxième ronde après. Mais comme Simon dit, quand tu fais ta rencontre là, avec, c'est peut-être que je me trompe, Simon peut me corriger si c'est pas ça. Une des choses que le dépisteur fait, le dépisteur en chef, dans la soirée du repêchage, c'est qu'il va identifier à son DG, oui, là, ça vaut la peine de faire l'échange parce que dans notre classement, le joueur numéro 13 est bien meilleur que le joueur numéro 14 qui est disponible. Alors là, il vaut la peine en ce moment. Peut-être quand 17 et 18, ça vaut pas la peine. T'sais, ça dépend de qui reste. Mm-hmm. C'est exactement ça qui se passe, Rick. Parce que tu fais un reset après la première ronde. C'est ça. C'est pas long, là. Comme le junior va faire la même chose. Là, on va se coucher, puis on se lève, puis on revient, mais il y a quand même un moment pour resetter où tu prends du temps en sortant de l'aréna à 11h, 11h30, puis tu te dis, OK, ben là, demain matin, on se prépare parce que lui, il est tel numéro sur notre liste, puis il est encore là. Fait que, puis peut-être que San Jose aussi va se dire la même chose. Comme ils ont fait l'année passée avec Chernyshov.
Chernyshov, il y en a qui le voyaient en première ronde, Igor Chernyshov, puis San Jose a tout de suite sauté dessus en début de deuxième ronde. Alors, tu sais, il y a un joueur, Shane Pinto avec Ottawa, il me semble, il y a quelques années. Tu sais, il y a des joueurs comme ça qu'une équipe identifie, puis se dit, aïe, il est encore là. Fait que. Ils vont faire quelque chose. Pinto, que j'adore. Oui. Ça prendrait tellement ça avec le Canadien. Ah ouais. Jake Evans, bye bye. On prend Pinto, on est en business. Moi, j'ai surtout aimé son snapshot dans un filet désert. Mais ça, c'est parce que c'est des choses que j'aime, ça. C'est ma personnalité qui est comme ça. Ouais. Sébastien demande aussi est-ce que le Canadien devrait choisir avec ses 2 choix de première ronde ou s'organiser pour magasiner un actif pour son alignement? Encore là, dépend de l'actif. Là, les gens demandent souvent ça sur les réseaux sociaux. Sais. Est-ce que tu. Sébastien, c'est ordinaire tes questions. C'est ça que Rick veut dire. Non, c'est pas vrai. c'est que souvent les gens me disent est-ce que tu es intéressé à ce joueur-là? Oui, mais dis-moi, c'est quoi l'échange? Dis-moi pas est-ce que je suis intéressé à ce joueur-là, dépendamment de ce que tu veux faire comme échange. Ça dépend toujours de ce que tu m'offres. N'importe qui est échangeable, n'importe qui peut avoir une certaine valeur, mais c'est quoi la valeur qu'on décide? C'est ça qu'est-ce qu'on ne sait pas. Là. Regarde, juste pour compléter la question de Rick, la réponse de Rick, oui, je suis d'accord, dans la mesure où ça demeure pour un joueur, un échange pour un joueur peut-être un petit peu plus âgé, mais qui cadre bien quand même dans le noyau de l'équipe. Pour un joueur de 33 ans, 32 ans, 33 ans, non. Mais pour un joueur de 23, peut-être oui. Tu sais, si tu m'avais dit l'année passée, le 16 pour Dylan Cousins, j'aurais sauté dessus. Tu sais? Mais le 16 pour un joueur de 32 ans, non. Oui, c'est ça. Ouais. Ça dépend du contexte. Hein. Une autre affaire aussi, tu peux faire des échanges conditionnels. Si mon joueur est parti, là, je fais l'échange. Mais si mon joueur est encore là, je le veux. Tu sais, je ne sais pas si le Canadien va tenir tant que ça un joueur au numéro 16. Moi, j'ai l'impression qu'il y a des... Mon gut feeling, c'est qu'ils vont échanger un des deux. Mais je ne suis pas dans le secret des dieux, là, mais c'est juste un feeling que j'ai à avoir écouté la conférence de presse à la fin de l'année. Moi, j'ai l'impression qu'il y a déjà un échange un peu, tu sais, qui est discuté. Parce que les échanges qui arrivent pendant le draft sont souvent, la discussion a déjà débuté pendant la période des échanges de l'année. On commence à parler dans ce temps-là. Moi, j'ai l'impression qu'il y a peut-être 1 ou 2 échanges de prêts, dépendamment qui va être disponible ou non pendant le repêchage. Alors, c'est comme Montréal avait l'échange, il paraît qu'il y avait un échange de prêts, un switch de poids pour Zegras. C'est Montréal a choisi, je pense, 16e, puis quelque chose comme ça. Et Montréal a dit oui, quand si Demidov est disponible, il n'y a pas d'échange. Mais l'échange a avorté parce que Demidov était disponible. Ouais. Jerry Godbout demande, puis ça, c'est l'autre question qu'on demande tout le temps, puis moi, je vais vous donner mon impression après. Là. Y a-t-il des chances que le Canadien puisse monter au repêchage? T'sais, avec ses choix, est-ce qu'ils peuvent combiner? Est-ce qu'ils peuvent prendre un actif qu'ils ont dans leur alignement pour monter? Voyez-vous le Canadien faire ça? Ben, ils l'ont fait l'an passé. Alors, c'est jamais impossible. Sauf que monter de 26 à 21, puis monter de 16 à 5, c'est un non-paire de manche. On ne voit pas ça souvent. Tu sais, les gens souvent posent cette question-là, puis c'est correct, mais on dirait qu'ils se fient à ce qu'on voit beaucoup au basketball puis au football. Dans la Ligue nationale de hockey, écoute, ça fait 20 quelques années qu'il n'y a pas eu d'échange dans le top 3, ou même dans le top 5, je pense. Mais en tout cas, le top 3. Il doit toujours y avoir des discussions, mais tu sais, si, regarde, à Rimouski, j'ai vu Bill Armstrong, directeur gérant de Utah, puis j'ai vu Barry Trotz, directeur gérant de Nashville. Ils sont allés voir là, certainement voir Caleb Desnoyers. Les autres, s'ils ont l'œil sur Caleb Desnoyers, pourquoi ils prendraient le choix 16 puis le choix 41 du Canadien? Il n'y a pas de raison. S'ils ne l'aiment pas tant que ça, ben peut-être qu'ils peuvent se dire, bon, ben on est tous bien de baisser. McGrew à San Jose a baissé en 2022. Il a échangé le choix 11. Puis je pense qu'en retour, il a obtenu 27, 34, puis 50 cucks. Ça lui donne 3 joueurs pour 1. Et lui, il s'est dit, à numéro 11, là, j'ai plus de gars. Mais ça peut arriver. Ça peut arriver, mais ça dépend. L'équipe qui fait l'échange, il faut vraiment qu'elle décide que sur sa liste, il n'y a plus rien qui vaille, puis qu'elle aime mieux avoir
2 ou 3 billets de loto en retour. Mhm. La seule équipe qui pourrait faire ça avec Montréal, c'est Pittsburgh. La raison pourquoi, c'est que Pittsburgh commence dès le début. Maintenant, ils sont au bas de tout. Ils commencent une reconstruction. Et Carl Dubas est un fanatique des statistiques avancées. Puis dans les statistiques avancées, toujours mieux d'avoir plus de choix. Alors souvent, quand il était à Toronto, il descendait régulièrement de quelques rangs. Peut-être, puis ça je dis juste peut-être, un gros peut-être là. Mais c'est la seule équipe en ce moment que je vois qui pourrait considérer cette option. Les restes ne le feraient pas parce qu'il n'y a aucune raison pour le faire. Nashville n'a pas besoin d'avoir plus de profondeur en termes d'espoir. Ils en ont, ils veulent avoir des bons espoirs. Boston, je pense qu'ils veulent avoir un bon espoir. Je pense que toutes les équipes à part Pittsburgh ne seraient pas intéressées à faire ça. Il paraît que Utah penserait à échanger leur 4e choix au total, mais ils veulent avoir un joueur établi, vedette, signé à long terme. Puis, Montréal, je pense pas que serait prêt à faire ça pour le 4e au total. Je pense que ça serait pas nécessaire pour Montréal en ce moment. Alors, j'ai comme l'impression que s'ils pensent faire ça, Pittsburgh, c'est la seule option possible. Écoute, tu viens de me faire penser une question. Utah donne le 4 à Montréal contre... voyons, j'ai un blanc. Le petit attaquant du Canadien de Montréal. Caulfield. Le faites-vous? Si Desnoyers est là, oui. Oui, moi, dans ma tête, c'est pour Desnoyers. Là. Desnoyers est là, oui. Rick? J'aurais cette discussion. Ça serait une discussion à avoir avec mon équipe au complet. Je suis pas prêt à dire oui ou non tout seul, là, mais ça serait définitivement pas un non certain. Ça serait, on s'assoit puis on y parle, on y pense. Parce que oui, tu donnes un marqueur de 35 buts assuré. Là. Mais il y en a combien des marqueurs de 30 buts sur une longue période de 5 pieds 8? C'est sûr. Mais Cole Caulfield, si le Canadien veut se grossir, c'est sûr que si on t'offre un 4e choix puis tu peux aller chercher un centre de 6 pieds 2. Un centre en plus, premium, là, la position. Ouais. Je signe fort ces 3 copies. Là. C'est sûr que moi, je dis oui. OK. Ah, c'est bon, je suis pas si fou que ça. Ce que je disais là tantôt en posant la question, pour monter au repêchage, je trouve ça tout le temps particulier de voir les amateurs en fin de saison applaudir quand le Canadien gagne des matchs. Comme là, ils ont fait les séries, c'est correct, là, mais tu sais, ils gagnent des matchs, ça sert à rien, ils font juste reculer au classement du repêchage. Puis là, ils arrivent au repêchage, ils font « Bon, on peut-tu monter, là? On peut... » Je suis comme « Faites juste accepter de perdre. On va sauver du temps à tout le monde, là. » Rick, j'en ai-tu passé du temps sur le blog là-dessus? Ouais. J'avais même sorti une blague, là. Une exagération grotesque, là. Je m'étais dit, mettons qu'il n'y a pas de loterie pour le repêchage, parce que c'est déjà arrivé. Il y a 30 ans, il n'y en avait pas. Ouais. Puis que Connor McDavid ou Gavin McKenna est disponible. Puis là, le Canadien se retrouve en tir de barrage du dernier match de la saison au Centre Bell. Et s'ils perdent le tir de barrage, ils choisissent un Connor McDavid, sinon ils choisissent 2. J'avais dit, je te garantis, il y a 21 000 personnes debout qui crient comme des malades pour que le Canadien. C'est clair. C'est clair. Alors que Buffalo, Arizona, en 2015, avait joué l'un contre l'autre à Buffalo. Ils se battaient pour le dernier rang et la foule de Buffalo applaudissait les buts d'Arizona. Alors, comment interpréter ça? Est-ce que nous autres, ici, on a une base de fans qui est différente? Une base de fans qui vit plus pour le moment présent qu'ils vivent au Centre Bell? Moi, parce que Montréal, une ville fanatique de hockey, ils ont des millions d'amateurs. Sur des millions d'amateurs, tu en as peut-être 700-800 000 qui suivent les espoirs, la reconstruction, ils aiment ça. Ben, tu en as 2 millions peut-être que c'est pas... c'est des amateurs de hockey plus simples qui veulent aller voir une bonne game de hockey. Dire, si je suis là avec... Ma fille, elle a 18 ans maintenant, là, mais si elle avait 5-6 ans, puis je l'emmenais voir le Canadien, puis elle était toute heureuse de voir son équipe gagner, oui, je suis là, puis même si j'aime les espoirs, oui, je vais applaudir, parce que je suis là avec ma fille, c'est une expérience de famille, c'est différent. Moi, je l'accepte, parce que je me dis, il y a toutes sortes d'amateurs pour toutes sortes de raisons, qui gagnent ou perdent. De toute façon, j'ai pas le contrôle sur ça, alors, je vais jouer la game, puis il arrivera parce qu'il arrivera. Là. C'est vrai qu'on n'a pas de contrôle. Ça me dérange pas plus. Mais oui, tu sais, comme tu dis, Simon, tu sais, si je suis
le DG du Canadien, ce match-là, faut que tu perdes. M'organise, là, moi, là. Me dérange pas, là. L'année de McDavid, Buffalo sont allés, je pense qu'ils ont donné un 4e choix au repêchage pour choisir le pire gardien de la Ligue. Puis il était terrible, terrible. Là, je pense qu'il venait de Chicago, si je ne me trompe pas. Il n'a plus joué dans la Ligue après cette année-là. Là. Mais ils ont donné un choix de 4e rond pour un gardien qui avait une moyenne de bout élevé de 845. Là. C'est même pas bon pour la Ligue américaine. Garde Rick cette année, pas besoin d'aller loin. San Jose a Mackenzie Blackwood, qui connaît la saison de sa carrière. Oh non, pas long qu'il l'a envoyé à Colorado, puis ils sont chercher Georgiev, qui était un des pires gardiens de la Ligue. Ils ont fait jouer Georgiev, puis ils ont renvoyé Askarov des mineurs. Juste pour être sûr. On sait qu'est-ce qu'il y a. Juste pour être sûr, là. Les gens qui me connaissent, là, ils vont dire que je radote, là, mais moi, j'ai encore Andrew Hammond sur le cœur parce que j'habite à Gatineau. Puis l'année de McDavid, Andrew Hammond s'est pété une balloune en fin de saison, rentré les Sénateurs en série, puis pas de loterie. Là, tu fais comme... Ce billet de loterie-là aurait pu changer ton organisation pour 15 à 20 ans, mais Andrew Hammond, puis là, tout le monde applaudissait, puis tout le monde était content. Je dis, ben non, OK, c'est pas... Je suis cynique. Qu'est-ce que tu veux? C'est moi le problème. C'est moi le problème. Dernière question pour vous autres, Simon puis Rick. Est-ce que vous rêvez à la Ligue nationale? Est-ce que vous rêvez de travailler dans la Ligue nationale? Rick, je te vois hacher négativement, mais toutes les étapes, tout le... Écoute, je rêve. Si une équipe m'appelle demain, oui, là, je suis heureux, là, mais c'est une ligue de contact, c'est une ligue de qui tu connais. Écoute, je regarde, puis la plupart des dépisteurs, maintenant, parce que tu sais, même si c'est toujours une ligue de vieux chums, c'est quand même une ligue où il y a de moins en moins d'anciens joueurs qui dirigent ça. C'est plus des gens plus éduqués maintenant, des anciens avocats, des agents, des choses. De plus en plus, il y a de ça. Et ils ont des standards plus élevés, puis ils cherchent des gens généralement qui ont une expérience vraiment complète. Là, l'ancien directeur général de Victoriaville, Jérôme Messorino, que j'ai connu juste un tout petit peu, il est allé de directeur général à Victoriaville, puis devenu dépisteur au Québec de Colorado. C'est parce qu'ils sont allés chercher des gens à ce niveau-là, avec des contacts très complexes et une série de connaissances très complexes. C'est pour ça que j'y pense pas moi. Mais encore là, si quelqu'un m'appelle, je suis disponible. Vu que c'est une ligue de contact, Simon, toi, tu connais l'ancien directeur général des Sénateurs d'Ottawa que tu as eu en entrevue à Processus. Oui. Regarde, j'ai 59 ans. Alors, j'ai plus les mêmes rêves qu'avant, ça, c'est sûr. Puis, moi, une affaire que j'ai réalisée, c'est que oui, j'ai vu Jérôme, qui est devenu directeur gérant dans la Q. C'est arrivé à Alexandre Rouleau, qui avait été directeur gérant à Val-d'Or. Il est rendu à Chicago, mais c'est correct. Mais Alexandre Rouleau est encore très jeune. Alors, si jamais il y a des ambitions de devenir recruteur-chef, directeur gérant, il y a encore du temps. Ouais. Bon, c'est ça. 59, on n'en a plus. Mais, on a moyen, en tout cas. Le pied d'une tombe, t'es donc bien pessimiste, Simon. Non, mais l'idée, c'est que le temps que ça arrive, puis que, tu sais, ça. Je le sais, je sais. Moi, je vais te dire, ce qui est important pour moi, puis j'ai jamais été, je sais pas, j'ai déjà été bien clair là-dessus. Moi, ce qui est important pour moi, tu sais, si tu arrivais et tu me disais, tu vas être recruteur dans la Ligue nationale, bien, on va choisir, 1 an sur 3, il y a un de tes joueurs qui va être choisi. Moi, je vois pas l'intérêt. Alors, la raison pour laquelle j'ai pris la tâche à Gatineau, c'est que je savais que les joueurs américains, on en choisirait. Alors, tu sais, tu sors de la table de repêchage, tu as 2 de tes gars qui ont été pris. Ben là, toi, tu te dis, écoute, j'ai pas regardé ça pour rien cette année. Tu as un impact, il y a une petite empreinte tangible. Puis alors moi, si jamais à un moment donné, je sais pas, mon Gatineau gagne le championnat, puis que j'ai 3 joueurs dans l'alignement que j'ai amenés, ben là, quand ils soulèvent la coupe, je me dis, ben, j'ai 3 joueurs. Non? Alors, moi, là, ma satisfaction est pas dans l'argent, est pas dans les grandes ambitions. Ces grandes ambitions, je les avais plus jeunes. Mais à 25 ans, je me serais dit, ben, je vais rentrer, je vais faire ça. À 35 ans, je vais essayer d'être adjoint au DG, peut-être à 45 ans, devenir DG. Tu sais, je pensais à toutes ces affaires-là, c'est sûr. Mais là, je suis réaliste avec mon âge. Puis je me dis, ben là, ce que je veux, c'est l'idée de, tu me donnes des tâches, mais les tâches,
ont une influence sur le roster d'une équipe. Il faut que ça ait une influence. Donc, si tu viens me chercher dans la Ligue nationale, puis que tu me dis, ben, on va choisir un de tes joueurs à tous les 3 ans, c'est quoi le trip? Mm-hmm. Ouais. Être assis à la table de repêchage puis regarder les noms défiler? Puis Manger des chips. te promener puis regarder les joueurs avec on te donne un petit compte de dépenses, puis tu as une paye, puis... Non. Ouais. On voit le côté entrepreneur en toi, d'avoir une influence dans l'équation. Ouais. Il y a ça aussi. Des fois, c'est mal perçu. Il y en a qui disent qu'il ne peut pas travailler en équipe. Il y en a qui disent il veut juste être le patron. Il y en a qui disent c'est pas exactement ça. C'est plus complexe que ça. L'idée, c'est d'avoir un certain impact puis une certaine liberté et non pas... Puis il y en a d'autres, ça leur convient. Ils vont remplir leurs fiches, ils gagnent leur salaire, ils font ça. Il y a un joueur qui est choisi à tous les 3 ans. Ils sont heureux, ils frayent dans le milieu de la Ligue nationale. C'est mieux que de travailler à une autre job dans un bureau. Je suis tout à fait d'accord, puis je respecte ça à 100%. Puis plus jeune, je l'aurais fait. Mais là, si quelqu'un de la Ligue nationale arrivait et me disait « OK, on t'offre ça. OK, ça va être quoi mon impact? » Mm-hmm. C'est pour ça que je t'ai déjà entendu dire, moi, ça serait DG, tant qu'à monter l'occasion, le rêve, c'est ça, plus, là, parce que... Ben, recruteur-chef. Oui, exact. Puis, tu sais, moi, j'avais dit, si je retourne dans Q, c'est pour être recruteur-chef. Parce que je veux avoir un impact. Mais là, recruteur US, je savais qu'il y aurait des joueurs. Mm-hmm. Fait que je savais que j'arrivais avec une liste, puis je savais que pendant le repêchage, à un moment donné, j'entrais dans la game. Peu importe la ronde, ça, c'est pas important. Mm-hmm. Je savais que j'entrais dans la game. Je savais que j'avais des contacts avec les parents. Je savais que j'avais une influence sur les gars vont-tu venir, les gars vont-tu pas venir. Puis je savais que les gars, les joueurs américains repêchés, sont des joueurs en général plus talentueux que la moyenne. Parce que si tu as besoin d'un joueur de 4e trio, tu vas prendre un midget 3 du Québec. Oui, en effet. Si tu fais jouer un joueur américain, il faut qu'il soit au-dessus de la moyenne. Parce que, entre guillemets, si tu trouves, faire venir un joueur américain. Non, mais tu comprends ce que je veux dire? Par contre, c'est plus de travail, là. Tu sais, il y a un encadrement qui est plus exigeant que de prendre repêcher par Gatineau un joueur de Midget 3 de l'Intrépide de Gatineau. Eh oui. Qui habite déjà dans sa famille d'accueil ou ses parents ou peu importe, tu sais. Mm-hmm. Alors, c'est pas les mêmes... tu sais, les parents américains, ils ont beaucoup de questions, hein. L'école, les pratiques, les horaires, comment c'est, la Ligue, ils sont pas très familiers avec notre Ligue. Même s'ils habitent pas loin, ils sont pas très familiers. Fait que c'est ça. Écoute, c'est une très, très longue réponse là, que je t'ai donnée, mais c'est pour te dire que c'est sûr que je dirais oui à la Ligue nationale, mais je considérais quand même est-ce que je vais trouver ma satisfaction? Est-ce que je vais trouver mon bonheur? Puis là, ce sera à moi à répondre oui ou non. Exact. Simon Snake Boisvert. Désolé, je pense aussi lorsque tu deviens plus vieux, une expression en anglais qui dit rencontre jamais tes héros parce que ça va toujours être décevant. Ouais. C'est un peu la même affaire quand le plus vieux que je deviens, le plus que je réalise que rien n'est aussi beau qu'il y en a l'air. Alors, c'est beau de dire je vais travailler comme recruteur de la Ligue nationale, mais c'est pas toujours aussi fun que ça a l'air. Puis des fois, je me dis, c'est quand même beau d'avoir ma belle vision de qu'est-ce que ça peut être, puis de faire ça d'une manière, moi, je peux pas perdre parce que je m'amuse à le faire. J'ai rien à perdre dans cette mesure-là. C'est ça qu'est-ce qu'il y a de fun quand même, de faire ça comme on fait là. Ben, sachez, Rick et Simon, que moi, j'ai pas été déçu de rencontrer mes héros. Concours avec recruits.ca. Je vous rappelle que nous avons 2 guides du repêchage 2025 à vous faire gagner, la version franco. Gros merci à Grant McCagg qui nous permet de vous faire gagner ça. Vous nous écrivez sur notre page Facebook en privé parce qu'on veut pas que le code se promène partout puis que je veux que vous ayez écouté le show pour pouvoir gagner le concours. On a 2 copies. Vous nous écrivez en privé #draft 2025. On fait le tirage le 18 juin. Je vais contacter les gagnants. Un gros merci, Simon, pour avoir pris le temps et d'avoir surpassé le virus qui t'accable pour venir jaser avec nous autres. Puis gros merci à Rick aussi, comme toujours. Rick, c'est comme le bat-signal. J'allume, puis Rick fait comme « Ouais, je suis là! » Je vais être... Il est tout le temps prêt. Gros merci à vous deux. C'était JB Gagné, votre animateur, et je vous dis à la prochaine pour un autre épisode du podcast Les Glorieux. Bye bye tout le monde!